Bonjour et bienvenue à MFL Total Access, version en français, spécial Saint-Jean à Saint-Jean. Exact. Avec notre invité spécial, Simon Valiquette. Salut tout le monde. Je te laisse te présenter. Simon Valiquette, j'ai joué, je joue en division 3 avec la Horde et en division 4 avec Drama Club. Ça fait longtemps que je suis dans la ligue. Ça fait longtemps aussi que je m'étais dit que ce serait le fun qu'on le fasse ensemble, une petite édition francophone. Puis je pense que l'édition de la Saint-Jean français, c'est une bonne opportunité. Surtout qu'on a la chance que Willy soit pas là en ce moment. ça tombe bien. Il y a comme 1 ou 2 semaines, Simon m'a écrit avec plein de bonnes suggestions pour l'émission. Ce que j'encourage tout le monde à faire. Puis au lieu de juste voler ses idées puis d'en parler avec Will, comme Simon dit, moi puis Will, des fois on s'entend trop bien sur les sujets. Fait que peut-être pas avoir plus de controverses, plus de chiolage dans cet épisode-là. Ça tombe bien parce que Will est en vacances cette semaine. Fait qu'on a invité Simon. J'ai invité Simon pour faire une émission spéciale. Puis c'est la semaine de la Saint-Jean. Fait qu'une émission en français, why not? Mais oui, c'est parfait, on va en profiter. Puis je pense que ça serait le fun. Je pense que tu amènes des fois d'autres nouveaux visages qui ont des opinions différentes. Moi, Barbara, j'aimerais tellement ça l'avoir ton show. Là. Elle a tant des opinions différentes? Ah, ben j'aime l'opinion de Barbara. Tu sais, l'expérience, le kit. Sauf quand on parle de la NFL, c'est ça? Ouais, non, elle comprend rien, là, mais c'est correct. Là. Elle pense encore que les 49ers, c'est une équipe de football qui a de descente. Pour de vrai, si vous avez des suggestions, si vous voulez être sur l'émission, n'hésitez pas à m'écrire, puis on va essayer de faire en sorte que ça puisse marcher. On a déjà fait des émissions à 3, fait que même si Willy était là, on aurait sûrement fait un épisode franglais avec Will, moi puis Simon cette semaine. Fait que, ouais. Ouais, ben regarde, on va commencer par les premiers points. Moi, je trouvais, j'avais une couple d'idées de discussions qu'on pourrait avoir, des trucs qu'on a peut-être jamais parlé ou que peut-être c'est peut-être un peu indécis, pas indécis, mais tu sais, pas trop connu dans la ligue. Puis je trouvais que c'est le fun d'en profiter un peu de toute ton expérience là-dedans. J'aimerais ça qu'on amène le point puis qu'on en discute un peu. C'est quoi ton opinion sur les joueurs de division 1-2 qui jouent dans des divisions plus faibles comme 4-5? Ouais, non, c'est une super bonne question. Puis c'est peut-être des questions, ta liste de questions, c'est peut-être des questions que plusieurs se posent. Fait que c'est super bon d'en parler. Puis je vais donner mon opinion, tu pourras me dire ce que tu en penses. C'est sûr qu'on veut essayer de limiter les joueurs 1-2 dans les divisions 4-5. Les divisions 4-5 sont vraiment réservées pour les débutants, surtout la division 5. C'est vraiment pour les gens qui débutent dans le sport, qui ont peut-être jamais pratiqué le sport de football ou de flag football, puis on veut vraiment qu'ils soient à l'aise puis qu'ils puissent se développer. Tu sais, mettons un corps arrière qui a jamais joué au foot de sa vie, au flag football de sa vie, on veut qu'on puisse offrir une division à cette personne-là pour qu'elle puisse être compétitive après une saison ou d'ici la fin de leur première saison. Puis je sais qu'on disait ça depuis beaucoup de saisons, mais je crois que cette saison, le printemps 2024, c'est vraiment la première saison où on a vraiment mis l'emphase sur ça, puis on a vraiment comme respecté notre parole. Puis toutes les équipes sont inscrites en division 4 et 5. Fallait que le comité les approuve, même si le rating était même s'il était sous le cap du rating. Tu sais, là, de plus en plus, l'algorithme donne des ratings de plus en plus précis. Ça fait, je pense, presque 2 ans ou peut-être 3 ans maintenant qu'on utilise les ratings. Fait qu'on a assez de stats pour que ça soit assez précis, mais ça reste que si un joueur ou une équipe joue constamment dans les plus basses divisions, naturellement, ils vont avoir un rating plus bas, puis ils vont peut-être pouvoir fitter dans la division 4-5, mais l'équipe est peut-être trop forte. Fait que c'est pour ça, pour la division 4-5 spécifiquement, on l'a fait pour le printemps, on va le faire pour l'automne. Toutes les équipes doivent être acceptées, même si le rating est fit. Fait qu'il y a eu quelques équipes qui auraient pu jouer division 5, on les a comme forcés de monter en division 4. Puis là, je suis quand même content de dire qu'il y a un seul joueur en division 1 qui joue présentement en division 5. Ce qu'il y en avait plusieurs dans le passé. On essaie de limiter ça, mais on regarde toujours l'équipe dans son entièreté. C'est pas tous les joueurs de division 1 qui sont égaux. Puis c'est pas tous les joueurs de division 1 qui font autant une différence en division 5. C'est pas un joueur de division 1 avec une équipe que la majorité de l'équipe n'ont jamais joué au football de leur vie. Ça a plus d'allure que tous des joueurs average, above average division 5, avec un joueur de division 1 en plus qui peut être très très dominant. Fait que tu sais, on essaie de mettre les pour et contre de chaque équipe, puis on regarde vraiment l'entièreté de l'équipe quand on prend la décision. Je pense que c'est bon, mais tu trouves pas aussi que c'est un petit peu un couteau à double tranchant, je te dirais, tu sais, où ce que tu veux peut-être pas nécessairement avoir des joueurs trop bons dans des divisions comme ça, mais à l'inverse, avoir un joueur qui a de l'expérience, qui a un bagage, qui vient des plus hautes divisions, peut peut-être aider à améliorer puis à vraiment, tu sais, introduire le sport plus facilement à du monde qui commence. Ouais, puis tu sais, c'est aussi le mindset, mais aussi la façon dont tu te comportes dans la division. Il y a des joueurs en division 1 qui vont venir dans la division 5 pour essayer de comme tout gagner. D'autres qui vont vraiment essayer d'enseigner le sport à ceux qui le connaissent moins, tu sais. Puis oui, un bon joueur dans une division plus faible
un joueur peut faire toute la différence. Comme un joueur peut vraiment changer le match dans une division 4-5 si ce joueur-là est super talentueux. Fait KC Chiefs, c'est un exemple parfait en division 4. Une équipe qui en a arraché en début de saison. Ils ont racheté Jason Edwards. Ils ont battu une des meilleures équipes de la division 4. Ils ont perdu en overtime contre une autre super bonne équipe. Jason, c'est même pas un QB normalement. Puis il est en train de QB cette équipe-là. Puis juste avec ses connaissances de football, puis ses coaching skills, son leadership, puis surtout sa force en défense, il était capable de comme amener cette équipe-là peut-être une des moins bonnes de la division à comme une équipe above average dans la division. Mais tu vois, c'est dans l'ensemble qu'on essaie de regarder ça. Puis il faut aussi penser, ok, ben, un jour pour faire la différence, mais mettons qu'il n'est pas présent aux 10 matchs. Là, les 2-3 dernières semaines, Jason n'était pas là, puis KCG, ils ont comme redescendu dans le bas de la division. Fait que oui, je suis d'accord, c'est comme double tranchant parce que tu veux des vétérans dans ces équipes-là. Mais je trouve qu'il y a un juste milieu où tu peux trouver des très bons joueurs de peut-être calibre Division 3, peut-être calibre Division 2 qui ne jouent pas nécessairement en Division 1, qui pourraient être des bons coachs, mentors, entraîneurs dans ces équipes de Division 4-5. On essaie souvent de faire ça avec les équipes de free agent, de pogner un ou deux vétérans puis de les mettre dans ces équipes-là qui ont comme de l'expérience, sont dans la ligue depuis longtemps, qui connaissent les règlements pour aider les nouveaux joueurs. Fait que c'est pas quelque chose que c'est une science parfaite puis c'est pas le plus facile, mais un des bons exemples, ça pourrait aussi être simplement Kevin qui à chaque fois ajoute des joueurs qui viennent un peu partout dans ses Phoenix, puis ça finit par être des joueurs qui sont très compétitifs. Ouais, puis Kevin, c'est un super bon exemple parce que dans ses équipes, tu vois, il fait toujours jouer tout le monde, il n'y a pas des joueurs. Une autre affaire, c'est que tu as 2-3 très bons joueurs, ben, les moins bons vont peut-être être laissés de côté, puis ils vont plus être dans la rotation, puis tu vas juste faire jouer tes bons. Mais je sais que Kevin, spécifiquement dans ses équipes, tout le monde, autant que Kevin, c'est un spécimen là, au terrain, tout le monde qui a déjà joué pour Kevin ou avec Kevin m'a toujours dit que c'est un numéro 1 teammate, comme insane teammate, ça, un super capitaine, un super teammate, toujours pense à l'équipe, puis tout ça. Fait que c'est un bon exemple d'amener. Non, je suis d'accord avec toi. Puis ça m'amène aussi à un autre point que j'avais pris en note. Comment vous gérez l'arrivée d'une nouvelle équipe? Une équipe qui a jamais joué à MFL, qui ont tous des ratings de base, est-ce qu'ils peuvent rentrer un peu comme ils veulent? Est-ce qu'ils peuvent rentrer dans la division qu'ils veulent? C'est eux qui choisissent. Comment ça fonctionne? Ça doit être difficile à gérer. C'est super difficile. Quand on a déjà vu les joueurs jouer une saison passée, puis c'est un mix d'une nouvelle équipe avec des joueurs de la ligue, c'est plus facile à déterminer. Mais je dirais ça, c'est vraiment comme de notre côté, la communication avec le capitaine. On leur pose beaucoup de questions. On leur dit, OK, ben, first, avez-vous de l'expérience? Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont déjà joué à du football ou du flag football organisé, soit au secondaire, cégep, dans d'autres ligues? Si, mettons, ils ont déjà joué dans d'autres ligues, puis on connaît ces ligues-là, on peut peut-être se fier à la division dans laquelle ils ont joué. Ce qui devient difficile, c'est quand ils nous disent, non, on n'a jamais joué, mais tu sais, on va au parc, puis on sait très bien lancer le ballon, puis ça, mais c'est vraiment différent. Juste aller au parc, 2-3 chums, se lancer le ballon versus jouer 6 contre 6 avec un rusher qui te vient en face, des joueurs en défense qui essaient de bloquer tes joueurs, tout ça. Fait que, tu sais, des fois, on se trompe, mais on essaie vraiment d'avoir le plus d'informations possible. Ça va être qui le QB, par exemple? Parce que le QB a déjà joué quarterback. Tu peux être super athlétique. Il y a des gens qui sont super athlétiques dans d'autres sports, mais qui n'ont jamais joué au foot, mais qui ont peut-être un skill set qui va les aider à être bons très tôt. Il y en a d'autres qui ont peut-être le football knowledge, le mind, mais qui sont moins athlétiques maintenant parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Habituellement, les nouvelles équipes, c'est souvent en division 4-5. Il y a des exceptions comme les Tigres en Division 3, mais eux, ils venaient d'une autre ligue, mais ils sont excellents. Il y aurait peut-être plus compétition en Division 2, il aurait certainement été trop fort pour la Division 4, je crois. Mais au début, je pense qu'on hésitait en 3 puis 4. Finalement, je suis content qu'ils sont en Division 3, puis je pense qu'eux aussi sont excellents, mais leur match reste compétitif aussi. L'idéal, c'est que dans chaque division, toutes les équipes aillent 5 et 5. Ça démontrerait la parité parfaite. Mais ça, je dirais, c'est vraiment la responsabilité de la ligue de poser les bonnes questions puis de s'assurer que l'honnêteté des capitaines aussi. Une équipe qui... On ose espérer qu'une équipe ne veut pas rentrer dans la ligue puis il y a 10 victoires, 0 défaites, gagner tout puis éclater tout le monde. C'est pas le fun pour eux, c'est pas le fun pour... Nice des fois. Dans quel sens c'est nice? C'est quand même fun des fois gagner 10 matchs. On a déjà vu ça par le passé, des équipes qui ont eu des 10 victoires. Ouais, mais mettons 10 victoires, tu plantes tout le monde par 30, 40, 50 points. C'est peut-être moins le fun, mais ouais, fait que c'est vraiment de creuser puis d'avoir avec les capitaines puis d'essayer de voir s'ils ont des joueurs à quel point ils sont talentueux puis après déplacer dans la bonne division par rapport à ça. Non, je comprends. En parlant de division, justement, avec les équipes du bas de classement, là, je vais te laisser l'ouvrir ton ordi, avec les équipes du bas de classement de la division 3, puis l'énormité, si on compare surtout aux autres divisions de la division 4,
Est-ce que vous avez pensé faire une 2 Division 4? Comment, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire dans le futur? On s'entend, la Ligue pour le moment a juste grossi presque à chaque année. C'est quoi le plan pour le futur par rapport à ça? Parce que si on regarde dans le D4, l'équipe du top D4 puis l'équipe du bas, il y a une grosse différence entre les deux. Là. Ouais, la Ligue est vraiment grossie. Je pense que quand toi t'as commencé à MFL, il y avait peut-être 20 équipes. Quand j'ai commencé à MFL, je jouais en Division 2, j'étais legit. Mais il y avait juste Division 2, Division, non? Chut. Mais ça, on était à peu près peut-être 15 à 20 équipes. Là, on est rendu à 61 équipes. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on a vraiment pensé cette saison en voyant le nombre d'équipes qui sont inscrites dans la Division 4. 3, 4, 5 là. Je dirais que c'est ça, si j'ai bien compris, c'est un des plans aussi de réussir à ramener des équipes vers les plus hautes divisions. Ouais, c'est ça. C'est comme, tu sais, cette saison, dans les Divisions 4, il y a comme, je dirais, une dizaine d'équipes qui c'est leur première fois dans la Division 4. Il y a beaucoup d'équipes en Division 4 que c'est des équipes qui, ça faisait une couple de saisons, qui ont toujours été dans la Division 5 puis qui n'ont jamais monté. Mais là, avec notre nouvelle Division 5 complètement débutante, on voit des vraiment nouvelles équipes en Division 5 qui étaient peut-être les moins talentueuses ou les moins bonnes ou qui finissaient avec une fiche en bas de 500 qui sont dans le top du classement. Fait que ça, c'est le fun pour eux. Puis c'est vraiment ça qu'on voulait, une division où que tu peux être complètement débutant puis arriver puis avoir du succès et t'améliorer puis pas faire face à des équipes beaucoup trop fortes de ton niveau. C'est sûr que là, pour la division 4, c'est facile de regarder la division puis faire comme, OK, ouais, on aurait pu facilement splitter ça 4A, 4B. Mais avant la saison, puis d'après les informations qu'on a eues des équipes, on trouvait ça quand même difficile où tracer la ligne. Puis on croyait quand même que la parité entre ceux qu'on croyait qu'ils allaient être les meilleurs de la division puis ceux qu'on croyait qu'ils allaient être peut-être moins bons de la division la parité était assez bonne. Comme la différence était quand même faible. Comme par exemple... si je te le donne aujourd'hui, tu avais parié sur quelle équipe qui aurait fini première de la division 4 avant le début de la saison? Avant le début de la saison, je pense honnêtement que Mustard Tigers allait être une des meilleures équipes de la division 4 puis qui serait avec au maximum une défaite en ce moment. Puis c'est une équipe qui présentement sont avec 3 victoires, 4 défaites, sont même pas dans une position de playoff. Il y a une nouvelle équipe, les Warriors, qui ont un demi-match en main sur eux à 3-3. Puis ça, c'est une équipe, les Warriors, après leur premier match, qu'on pensait, oh shit, sont peut-être une équipe de division 5. Tu sais, puis il y avait un autre exemple aussi, comme les Sans Génie, par exemple, c'est une nouvelle équipe dans la ligue, qu'on n'était pas sûr si on plaçait en division 4-5. Finalement, c'est une des meilleures équipes de la division 4 aussi. Tu sais, il y a d'autres équipes comme 28-3 qu'on s'est dit ils ont beaucoup d'expérience. Ça fait longtemps que le noyau de ces joueurs-là ils jouent. La division 5, c'est vraiment pour les personnes moins expérimentées, mais on voit que c'est peut-être circonstanciel, qui ont juste une victoire. Parce que je les ai vus jouer en fin de semaine, puis je crois qu'ils pouvaient quand même être compétitifs, puis avoir peut-être 2 ou 3 victoires en division 4 présentement. Mais c'est ça, comme par exemple, là, tu sais, je compare aussi deux équipes, mettons les Improbables puis Action Squad, que avant la saison, je me suis dit ces deux équipes-là sont quasiment de force égale. Tu sais, Mathieu et Godric, c'est des super bons chums. Puis je me suis dit, les deux équipes-là, sur papier, ils se comparent super bien. Puis Action Squad, 5-3, beaucoup de succès. Improbable, 2-4, ils rushent un peu plus. Peut-être c'est les adversaires contre qui ont joué qui fait en sorte de ça. Je sais qu'Improbable aussi a eu plusieurs blessés cette saison qui n'a pas aidé. En fait, Action Squad aussi a eu des blessés, mais ils ont peut-être eu du renforcement plus positif à ces blessures-là. Fait que, tu sais, là, à le voir, tu dirais quasiment Action Squad, ses classes sont dans le 4A et probablement dans le 4B. Mais avant la saison, c'était difficile d'établir ça. Sour Peeps, c'est drôle, ils ont demandé de jouer en Division 5 en début de saison. Ils ne savaient pas comment la réorganisation de Division 4-5 allait être. Ils pensaient peut-être que la Division 4 allait être aussi forte l'année passée. Mais je pense aussi que ça vient peut-être du fait que ça faisait plusieurs années que vous disiez on veut que la Division 4 c'est ça, ça faisait plusieurs années qu'on le disait. Même nous, quand ils nous avaient proposé à la base, tu peux plus QB, il y a des 4, on trouvait ça difficile, on se basait sur l'année passée, on était comme ça va être rough là. Finalement, c'est quand même une bonne décision aujourd'hui. On voit Drama Club en ce moment qui est à 5-1. Je veux dire, puis on a pris un nouveau QB cette année. C'est quand même une bonne décision que vous avez prise par rapport à ça. Merci. C'est le fun d'entendre parce que c'était pas ça que ton speech avant que la saison commence. Mais c'est sûr que, comme je te disais, c'est ça un peu. On se basait beaucoup sur le début de l'ancienne saison. C'est sûr et certain qu'à partir avec un niveau QB qu'on n'est pas habitué, puis briser un peu notre cœur d'équipe, ça devient un petit peu plus compliqué. Là. Mais tu regardes les équipes Division 4 dans la Power Conference, les Hawks, c'était les Nomades qui jouaient Division 5 l'année passée. Même chose pour Bearhood, c'était les champions, mais en Division 5. Action Squad, Division 5. Mimosa Crew était Division 5. Tropic Thunder était en Division 5. Quasiment toutes les équipes qui sont dans une position de playoff, c'était toutes des équipes qui étaient en Division 5 l'année passée. Fait que c'est quand même encourageant de voir que toutes ces équipes-là, ils ont monté d'une division, ils connaissent du succès, puis sont dans une position où ils pourront faire les playoffs en Division 4. Fait que
Puis grâce à ça, les équipes qui étaient peut-être plus de classe moyenne en Division 5, eux, ils connaissent du succès maintenant. Puis quand je regarde la Division 3, je me dis plus que faudrait monter les meilleures équipes de Division 3 en Division 2 que de descendre les moins bonnes en Division 3, de Division 3 en Division 4. Parce que je regarde le classement de Division 3, puis honnêtement, il n'y a que des bonnes équipes. Comme, tu sais, ceux qui sont en position de playoffs, même pas besoin d'explication, mais même les 5 équipes qui sont présentement pas en position de playoffs, TDs and Beers, Alex Ferrand a connu une saison incroyable comme première saison, comme carrière cet hiver. En Division 1, si je me trompe pas. Ouais, en Winter Division 1, qui est l'équivalent du Division 2 extérieur. Oh, ouais. C'est sûr qu'il y avait Marvin et Andrew dans son équipe, mais pareil, il fallait que le ballon se rende et qu'il fasse ses reads parce qu'il y avait des bons défenseurs qui les couvraient aussi. Iron Wolves, c'est sûr que c'est une équipe plus jeune et inexpérimentée, mais ils ont quand même John et Chris comme leader de cette équipe-là. Puis je pense quand même que John et Chris ensemble dans une équipe de Division 4, ils seraient très 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 forts. Effectivement. Fait que je pense juste que cette équipe-là a peut-être une saison de plus pour que les joueurs moins d'expérience prennent cette expérience-là. Là, il y a Thunder Buddies que, comme j'ose espérer que me dire avec moi puis dans l'équipe, on est bien trop fort pour jouer en Division 4. Notre fiche démontre le contraire. On va revenir sur ce point-là, justement. Mais mettons, quand je t'aurais dit on est en Division 4 au début de saison, c'est sûr, puis toi tu peux pas lancer en Division 4, c'est sûr que t'aurais débarqué chez vous. C'est ça, t'aurais été en grève, là, tu t'aurais pas inscrit, t'aurais dit rembourse-moi pour mes équipes, ils jouent pas cette saison. Puis là, Super Friends, ils ont déjà gagné la Division 4, puis ils ont peut-être des problèmes de roster en ce moment, il y a beaucoup de joueurs absents, puis ils ont pas leur noyau, puis il manque encore des joueurs de leur saison précédente. Fait que c'est peut-être ça qui fait en sorte qu'ils connaissent une saison un peu plus difficile, mais je pense quand même qu'avec la fiche qu'ils ont là, ils seraient comme invaincus en ce moment en Division 4, puis c'est peut-être bon pour leur développement de connaître cette saison difficile en Division 3, parce que éventuellement, puis pas éventuellement, mais présentement, je pense vraiment que cette équipe-là, c'est une équipe de Division 3, et finalement, Rossos, ils ont été en finale de Division 3 la dernière saison, fait qu'ils n'ont pas d'affaire à être 1 et 6 en ce moment, puis c'est sûr qu'ils n'ont pas d'affaire en Division 4, eux autres. D'accord avec toi. Oui, il y a peut-être un argument que la Division 4 pourrait être splittée, mais c'est vraiment difficile de prendre ces décisions-là avant que la saison débute. Imagine si on a splitté la division, puis Monster Tigers, c'est sûr qu'ils seraient dans la division plus forte des deux Division 4, ben ils seraient clairement une des moins bonnes équipes, puis Hawks, ils auraient dans la division moins bonne, clairement ils auraient explosé tout le monde parce qu'ils sont présentement premiers dans toute la Division 4. Fait que des fois, on veut pas trop segmenter la division parce que ça peut faire l'effet inverse de ce qu'on veut, parce que ça reste qu'il y a beaucoup de unknown puis de question mark en début de saison, puis on sait pas est-ce qu'il y a une équipe qui est talentueuse mais qui underperform, ou une équipe qui est comme pas si talentueuse mais qui overperform pour une saison donnée. Fait qu'on a préféré faire une grosse division où que beaucoup d'équipes font les playoffs. Fait que ça donne quand même beaucoup de chances. Je pense que c'est 7 équipes sur 11 dans chacune des conférences qui font les séries éliminatoires. Fait que ça donne quand même beaucoup d'espoir pour que tu aies une chance de faire les séries. Puis on laisse ça play out the way it plays out. Pour faire une 6e division, il faut vraiment qu'on se dise, qu'on regarde ça, puis que ça soit clair, net et précis, que comme, ok, ouais, dans cette division-là, il y a 2 forces, comme, avant que la saison débute, ce qui est très difficile à faire. Puis pour l'instant, on pense qu'à 5 divisions, on peut offrir une division pour tout le monde qui veut s'inscrire, mais aussi que tout le monde soit compétitif dans cette division-là. Ok, ben, je comprends. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va revoir durant les inscriptions qui arrive bientôt. Ouais, de l'automne, ouais. Vous devrez recevoir un courriel la semaine prochaine. Je fais de ta plug. Ouais. Ben, on va arriver aussi à un nouveau segment, un petit segment qu'on se fait entre nous deux. J'ai amené l'idée à Terry, puis il était d'accord. On a décidé de se faire chacun, sans se consulter, une équipe All-Star. Et je vais expliquer les règlements pour que vous puissiez le faire à la maison de votre côté. L'équipe All-Star doit être constituée d'un joueur de chaque division, y compris la division femme, woman, je sais pas féminine. Ok, c'est bon. Donc, la division féminine, et chacun de ces joueurs doit combler un des postes. Donc, on a le poste de carrière, snapper, receveur, wide receiver, rusher, DB et un joueur hybride qu'on peut mettre un peu partout. Donc, je vais commencer avec mon carrière mon carrière division 1. Je vais même te dire que c'est un carrière. J'ai regardé ma liste, fait que je sais pas si tu l'as mentionné, j'ai pas écouté pendant 2 secondes. Mais un joueur qualifié juste dans la division la plus élevée dans laquelle il joue. Effectivement. Fait que, mettons, un joueur qui joue division 1 et 2, on peut juste le prendre dans la division 1. Exact. C'est exactement ça. Donc, n'hésitez pas à la maison à nous dire aussi si on a manqué, selon vous, un joueur, quelle serait votre équipe favorite. Et votre équipe, en fait, que vous feriez si vous feriez le même exercice que nous. Donc, moi, mon premier joueur, c'est le carrière, qui vient de la division 1.
et j'ai pris Will Power. Je suis quand même surpris. Je sais pas pourquoi t'es surpris, parce qu'en fait, considérant que c'est 6 joueurs qui doivent jouer both ways un peu, oui, il comble la place de carrière, mais Will est un joueur tellement exceptionnel dans toutes les facettes du jeu, il peut jouer à peu près partout. Je pense que la seule place que j'ai pas vu Will jouer, c'est Rusher puis Snapper. Ah, j'ai déjà vu rusher. Ah ouais? Ouais, moi non, mais tu sais, honnêtement, il est cadre, n'importe avec quelle sa position. longueur. C'est ça, mais n'importe quelle position comme DB, il est exceptionnel, puis c'est vraiment un... moi, je l'ai eu comme carrière, c'est un coéquipier vraiment le fun à jouer avec. Tu peux faire la pire erreur possible. Il va quand même pas te crier après, dire que de garder la tête haute et de repartir sur la prochaine séquence. Donc moi je prends Will pour son attitude, mais aussi pour ses aptitudes en tant que joueur. Oh non, c'est un très bon choix quand tu écris de même. C'est sûr que sa versatility, c'est quoi en français? Versatilité qui peut jouer partout. Je pense que la seule position qu'il peut pas jouer, c'est snapper. C'est la seule vraiment que je l'ai pas vu jouer, mais je l'ai vu même rusher puis il était quand même dominant. C'est juste que je suis surpris parce qu'en tant que carrière, quand tu penses à Will, tu penses plus à receveur, joueur en défense en premier. Mais il joue en D1 comme carrière. Ouais, il joue présentement en D1 comme carrière. C'est sûr. Mais moi aussi, je vais avec un QB en Dion avec mon premier choix. J'ai hâte de voir. Puis tu peux pas choisir Steve-O. Je comprends l'argument que Steve-O? c'est Steve-O. Wow. L'argument both ways. L'argument both ways, ok, mais je me dis en attaque, il compense tellement. Tu penses à un QB dans la MFL, tu penses à le meilleur QB de l'histoire de la MFL, lui qui a le plus de victoires, le plus de yards, de touchdowns, de championnats, puis c'est Steve. Si je bâtis une équipe aujourd'hui, puis je veux prendre le meilleur quarterback, je vais fermer les yeux à l'affaire de best teammate, puis tu peux faire la pire erreur, puis il va te dire no problem. C'est peut-être pas le Steve-O joue pour gagner. Ouais, ça, Steve-O joue pour gagner, que ça soit une game de saison, une game de playoff, une game hors concours, une game qui a aucune importance, il joue pour gagner. Puis là, on bâtit l'équipe pour gagner. Fait que moi, je vais avec le meilleur QB. Puis, tu sais, disons, il y a des très, 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 très bons joueurs. Mais je me suis dit, le QB, c'est la position la plus importante sur le terrain. Puis je vais prendre le meilleur QB. J'ai hâte de voir ta formation défensive. Donc, alors, on va y aller après ça en division 2 pour moi. On va y aller vraiment en division, donc on descend les divisions une après l'autre. Division 2, ce qui m'a beaucoup cassé la tête, c'est pas à quel point est-ce que j'ai... À la base, moi je prenais Alexis jusqu'à ce que je réalise qu'il joue aussi en division 1, fait que je respectais pas le règlement. Donc, shout out Alexis. Mais je suis allé avec un joueur qui est vraiment... Je dirais pas underrated, parce qu'il est vraiment bon, mais on n'en parle jamais. Peu importe, dans les podcasts d'équipe, c'est rare qu'on entend parler de ce joueur-là. Je suis allé avec le le wide receiver Jason Edwards, qui est un joueur selon moi exceptionnel, both ways. Comme tu as dit tantôt, il est venu dans une équipe Division 4 qui l'a amené d'une équipe qui est dans le bas de la division, une équipe très compétitive, un joueur qui est capable de jouer autant en attaque qu'en défense. Vraiment un joueur complet selon moi. Donc j'y vais avec Jason Edwards. C'est vrai, deux choses sont vraies de ce que tu as dit. Beaucoup de choses sont vraies de ce que tu as dit. À date, t'as pas ce que tu voulais. On est quand même en train de agree with each other. Mais voilà, c'était super top de trouver un joueur de Division 1 qui ne joue pas Division... un joueur de Division 2 qui ne joue pas Division 1. Puis, attends, c'est quoi l'autre point que tu as dit? Puis oui, Jason Edwards, on donne définitivement pas assez de love puis de praise à lui, autant dans le podcast, dans les articles à Kevin. C'est un joueur exceptionnel qui est capable de jouer avec les meilleurs joueurs de la Division 1, autant en attaque qu'en défense. Puis oui, mais moi mon choix c'est un gars qu'on a déjà joué avec, puis c'est KJ Carano Johnson de KOB. J'avais oublié l'existence de KJ, il est tellement bon. Ouais, il a autant joué, autant peut être receveur ou DB. Je pense que pour l'instant je le plug comme DB, puis on va voir comment mon équipe DB, fait que tu gardes le poste de receveur. Je garde le poste de receveur, mais comme mon prochain choix, Division 3, c'est un joueur aussi qui est aussi bon en tant que receveur que DB. Ouais. Good. Ben, tu vois, moi, en Division 3, je suis allé avec mon hybride Joker, là, comme on avait dit, le joueur qui peut jouer partout, un joueur complet qui a joué QB en Division 5, qui est receveur, qui a joué rusher, qui a joué toutes les positions pratiquement, sauf snapper, je pense. Ah non, je l'ai déjà vu jouer snapper à Brossard. Et je suis allé avec, en Division 3, donc comme joueur hybride, David Saint-Jean. David Saint-Jean qui est un joueur complet, exceptionnel, qui pourrait être un joueur en Division 1 facilement. Puis d'après moi, il va compléter vraiment. À date, le Will comme carrière, Jason puis David, je crois que c'est un bon groupe et ils mettent autour. Il a déjà joué snapper? Il a déjà joué snapper à Brossard.
Comme un jeu ou. Non, ben, pour Guillaume, là, quelques fois, Ok, là, ok. il jouait, là, mais c'était vraiment. Parce qu'il était trop blessé pour courir des. Je pense juste parce que Guillaume avait besoin d'un sniper fiable. Ok. Mais Ouais. ça, moi, David Saint-Jean, j'adore ce gars-là. Peu importe où est-ce qu'il est sur un terrain, il fait une différence. Ouais, je pense clairement que David Saint-Jean, j'avais comme encerclé son nom aussi sur ma liste, mais je me suis dit que je voulais pas te copier parce que j'étais pas mal sûr que tu allais le prendre. Je pense que David Saint-Jean, c'est un des meilleurs joueurs de la Division 3 en ce moment. Il y en avait une couple d'autres joueurs que j'ai vraiment hésité avec. Je voulais shout-out un autre de tes coéquipiers, Guillaume Renaud Dumoulin, que en tant que DB, il était vraiment en train de détruire la Division 3 en ce moment. Je pense qu'il y a comme 7 interceptions. Ouais, ben Guillaume, surtout, ce qui est traite, c'est que le monde le voit puis ils se disent qu'il doit pas être si rapide que ça ou quoi que ce soit. Puis finalement, c'est un joueur vraiment agile pour surtout son gabarit. Là. On parle quand même d'un gros joueur dominant. Là. Puis en défense, il est toujours bien placé à la bonne endroit. Là. Ouais. Non, je suis totalement d'accord. Fait que là, mis à part ces deux-là, j'ai aussi hésité avec deux autres joueurs. Puis j'ai affronté leurs deux équipes en fin de semaine. C'était vraiment très close entre Thomas Côté-Parent puis Jeremy Thompson-O'Reilly. J'ai donné le edge à lui qui a la saison la plus dominante cette saison. Puis c'est Thomas Côté-Parent. Dans le passé, Jérémy est MVP de Division 3 de la dernière saison. Il peut totalement jouer partout. Mais de voir Thomas Côté-Parent en fin de semaine autant dominer en attaque puis de m'avoir intercepté 2 fois en défense cette saison. En même temps, t'as intercepté cette année, ça n'a pas de l'air si correct. That one was easy, mais ouais. Mais je suis d'accord, Thomas, ça fait des années qu'il est très dominant. Ouais, c'est un joueur qui pourrait facilement jouer dans la Division 1 cette année. On pense. C'est ça l'affaire qui m'a impressionné avec lui en défense, c'est que tu regardes ses statistiques, tu regardes son rating, tu dirais que c'est peut-être plus axé de l'offensive, mais de le voir à quel point il était capable de couvrir le gazon puis de se rendre d'un bord de l'autre du terrain. Il est tout aussi impressionnant en défense. Puis c'est vraiment un des cibles numéro 1 pour son équipe. Puis ça, mon choix en Division 3, c'est Thomas Côté-Parent. Je pense que c'est un très bon choix à date. Là, tu le mettrais comme receveur? Ouais, fait qu'à date, j'ai Steve-O comme QB, KJ comme DB, puis Thomas Côté-Parent comme receveur. C'est très fort comme équipe jusqu'à maintenant. Par contre, Division 4, je suis allé avec mon DB parce que je voulais aussi qu'il puisse jouer comme receveur pour notre cher Will. Et je crois qu'en Division 4, le choix était quand même facile, en tout cas de mon côté. Je l'ai vu jouer quelques fois. C'est vraiment un joueur qui, selon moi, devrait jouer dans une division beaucoup plus haute que la Division 4. J'y vais avec Antoine Bussière de Bearhood. Antoine qui a déjà 20 touchdowns depuis le début de la saison. Ça, c'est un joueur insane. dominant. Vraiment, là, je sais quand Dave, leur QB, joue, puis c'est vraiment, des fois, Antoine doit être par là. Ouais, non, mais pour de vrai, Dave connaît une très bonne saison comme QB, mais d'avoir un receveur comme Antoine, c'est sûr que ça aide énormément. Comme tu as dit, 20 touchés en 7 games, c'est presque 3 touchés par game. Puis j'ai ref un de leurs games que je l'ai vu faire 2 touchés de touchdown, qui a sauté dans les airs pour attraper le ballon. Puis j'étais comme spectaculaire, mais c'est sûr qu'il a atterri out of bounds. Somehow, someway, ses 2 pieds ont atterri à l'intérieur sans toucher à la ligne. Crazy catch, puis comme j'étais comme wow, comme ce jour-là, il y a du bon footwork, il y a des bonnes mains, il est coordonné, il y a du speed, c'est comme un receveur complet. Dans ce match-là, il y a plus showcase ses skills offensifs que défensifs, mais je peux comprendre comment c'est un des meilleurs DB de la division, puis clairement, ce n'est pas un joueur de Division 4. Ça donne que la plus haute division dans laquelle il joue, c'est Division 4. Exact. Mais tout un bon joueur, bon pick. De mon côté, j'avais besoin d'un rusher, puis je regardais un peu Là, il me restait rusher, snapper, joueur hybride. Puis je regardais les divisions. Tu sais, il y a des très bons rushers dans la ligue. Un qui sortait du lot dans les divisions plus hautes, c'était Khalil. Je l'aurais souvent pris en division 3, mais il joue aussi division 2. En division 2, je voulais plus un receveur / DB. Puis là, en division 4, je me suis dit, c'est parfait. Je vais aller avec un joueur qui s'appelle Otman Karamat des Sans Génie. 16 sacs en 8 games, 2 interceptions, 11 passes rabattues, 1 pick 6. Je sais pas si c'est 2 picks c'est en tant que rusher, mais que ça soit en tant que rusher ou pas, c'est vraiment autant impressionnant. Parce que si c'est en tant que rusher, c'est comme voir t'as pu faire des picks en tant que rusher. S'il joue aussi DB en plus de rusher, c'est que voir t'as 16 sacs en 8 games en jouant rusher à temps partiel. Non, ça c'est clair. Fait que c'est tout aussi impressionnant. J'espère qu'Otman écoute le podcast. J'espère pour lui aussi. Pour ce shout-out-là, parce que c'est vraiment, je pense que c'est un des très bons rushers dans la ligue en ce moment quand tu regardes ses statistiques comparativement à tous les autres bons rushers dans toutes les divisions confondues. Mais déjà en partant, en 8 matchs, 16 sacs,
2 interceptions, mais 11 passes défendues aussi. Ouais. Je veux dire, le pick six, c'est vraiment en date un joueur défensif super complet. Je pense que c'est un bon ajout, en tout cas, surtout pour la division 4. Ouais. Ton rusher, il va être solide sur Willie. Ouais. Ensuite de ça, division 5, je suis allé avec, je suis désolé si je massacre ton nom parce que je suis vraiment pas bon avec les noms, mais je suis allé avec Perry Nji. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, ben je suis pas. Tu sais, your guess is as good as mine, là. Ouais. Nij. Ouais, ben c'est le snapper, s'il va combler le poste de snapper de mon équipe, c'est le snapper de Jungle Squad. Jungle Squad qui est dans le bas de classement pour le moment de la division 5, mais Perry, pour vrai, je l'ai déjà vu jouer, j'ai déjà joué contre, et c'est vraiment, c'est un grand gars solide, toujours des bonnes mains, toujours bien placé, quand même dans le top jusqu'à maintenant, pour son équipe, premier receveur, mais aussi dans le top des receveurs de la division. Un joueur fiable, il est toujours sur les bons tracés, toujours bien placé. Je crois que pour la position de snapper, c'est le joueur qu'il me fallait. Déjà 252 verges avec 4 touchés pour la saison en 6 matchs. Très respectable. Il y a quand même le plus de verges, le plus de réceptions, puis le plus de touchdowns de son équipe. Puis c'est impressionnant, c'est que cette équipe-là de Jungle Squad sont plus reconnus pour leur défense que leur offensive. Pour avoir ces stats-là, c'est encore plus impressionnant. Il y a peut-être un N ou un J qui est muet dans son nom de famille, fait que c'est peut-être Perry Ni ou Perry G. Je cherchais des tremblés là, pour prendre un snapper. Ouais, de mon côté, j'avais pensé à Perry parce que moi aussi j'étais allé avec un snapper en division 5. Okay. J'étais allé avec un fellow referee en Steven Biddle qui a des mains super sûres, puis il est toujours une bonne cible pour son QB des Titans. Tu peux jamais avoir trop de bons arbitres dans ton roster en tant que joueur aussi pour connaître les règles et savoir ce que tu as le droit de faire ou pas. Il y a présentement 56 réceptions en 7 games. Le deuxième joueur qui a le plus de réceptions dans son équipe, il y en a 20. Fait qu'il y a quasiment le triple des réceptions de le deuxième joueur. Il y a 342 verges puis 2 touchés, 2 convertis d'un point. C'est clairement prototypical snapper. High volume avec les réceptions. Puis les peu de games, je l'ai vu cette saison, mais j'ai quand même vu beaucoup jouer dans les saisons passées. C'est rare qu'il échappe un ballon. Puis ses snaps sont toujours clean, il est toujours à la bonne place au bon moment. Puis c'est vraiment le security blanket de son QB. Fait que je vais avec Biddle pour mon snapper. C'est un bon choix, selon moi. J'ai hâte de voir la combinaison Biddle Steve-O. Ouais, il faut que le snapper soit prêt à en prendre. Mais c'est une bonne combinaison pour vrai. Biddle, j'y avais pensé, mais je pense que Perry, sur son physique, qui est un peu plus imposant. Mais vraiment, Biddle, c'est un excellent choix. Je suis entièrement d'accord avec toi. Côté division de femmes, j'avais besoin d'une rusher. C'est comme ça qu'on dit ça, oui. Ouais. J'avais besoin d'une rushers, donc je suis allé dans nos belles statistiques qu'on a ici et j'ai choisi quelqu'un qui joue pour le Drama Queen. Le Drama Queen, tu sais que j'ai quand même une histoire d'amour avec cette équipe. Donc, ici, avec Rochelle Barthélemy, qui joue en ce moment pour le Drama Queen, en 5 matchs, 9 tackles, 7 sacs et une passe défendue. Donc, tu sais, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui est rapide, qui fait la job en masse. Moi, c'est ça qu'il me fallait. Je voulais quelqu'un qui était capable d'en amener à chaque game. Surtout que rusher contre Steve-O, c'est correct. Pas besoin de courir non plus à l'infini. Donc, j'y vais avec Rochelle. Un choix sûr dans la division femme. Pour ma part, dans la division féminine, il me restait la joueuse hybride. J'étais quand même content parce que ça voulait dire que je pouvais choisir n'importe quelle joueuse. Je regardais mon équipe, puis tu sais, d'habitude, t'aimes ça avoir un autre joueur qui peut lancer le ballon aussi, just in case, peut-être un double QB, peut-être ton QB est absent pendant les playoffs. Ça arrive à plus d'équipes qu'on change un QB D1 par une QB femme, je suis super in là-dessus. Tu sais jamais ce qui peut arriver, fait que c'est toujours bon. Puis là, en fin de semaine passée, j'ai pu assister au match DS du drapeau contre Tigresse, Tigre féminine. Puis il y avait 2 superbes QB qui jouaient dans ce match-là, dont Viviane Plaude et Paola Olivares. J'ai vraiment hésité entre les deux. Je me suis dit les deux pourraient très bien compléter mon équipe. Les deux jouent aussi en défense. Mais gros shout-out à Viviane, mais j'ai donné le edge à Paola avec ses 5 interceptions en 5 games, dont 2 passes rabattues. Je pense qu'elle pourrait être un atout pour mon équipe, autant à l'attaque qu'à la défense. Ouais, non, je suis d'accord avec toi que les statistiques sont assez impressionnantes. C'est vrai que surtout de la manière qu'ils jouent, ça amènerait probablement une dimension différente à l'équipe, là, d'avoir souvent un double QB, des choses comme ça. C'est vraiment impressionnant de les voir jouer. On va en reparler tantôt, surtout dans le match Tigre la Horde, que j'ai eu la chance d'assister. Là. Mais non, c'est ça, c'était bien pour vrai.
J'aimerais ça quasiment qu'on arrive à faire ce match-là pour... Ouais. Mon équipe, il y a Steve-O, KJ, Thomas Côté-Parent, Otman Karamat, Steven Biddle, puis Paula Olivares. Donc, moi, elle est constituée de Willpower comme KR. Le snapper, c'est Perry. C'est Perry. Donc, le receveur serait Jason Edwards avec comme rusher Rochelle Barthélemy et DB Antoine Bussière et mon joueur hybride David Saint-Jean. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire laquelle des deux équipes vous croyez qui est la meilleure. Ouais. Ou à nous dire qui qu'on a oublié, parce que c'est sûr qu'on a oublié un stud, puis on va se dire, oh shit, c'est vrai, on aurait pu prendre ce joueur-là dans telle division. Il y avait aussi la stratégie de est-ce que tu veux prendre ton telle position dans quelle division. Fait que il y a tout ça à penser aussi là. Fait que laissez-nous savoir quelle équipe est meilleure, mais aussi vous aurez peut-être pris. Ça c'est quoi votre équipe? Ouais, ça peut être impressionnant de voir les différentes. Peut-être ceux qu'on a oubliés, ouais. Mais est-ce que les gens qui ont vu l'épisode aujourd'hui vont préférer comme équipe. Je vous rappelle les règles, donc un joueur de chaque position avec un joueur hybride qu'on peut mettre un peu partout, un joueur par division et le joueur que vous choisissez ne doit pas jouer dans une division plus élevée. On passe au review des games. Ouais, on va commencer par la division 1. Moi j'ai joué dans la game Outlaws contre Iron Wolves. Ça faisait 3 semaines de suite que Outlaws jouait contre Iron Wolves. Wow. Donc Outlaws ont gagné les 2 précédentes et celle-là, I guess, fallait bien que Iron Wolves en gagne une. Surtout avec leur saison en jeu dans ce match-là. Une défaite, puis c'est quasiment pas de playoff pour eux autres. Un match super serré. 6-0, 6-6, 12-6, 12-12. Un match de même, puis c'est arrivé à la fin. Outlaws ont scoré. Ils perdaient par 1 point. Ils sont allés pour 2. Ils n'ont pas eu le converti. Je pense que ce match-là était vraiment important pour les Iron Wolves. Chris a fait tout un jeu sur l'avant-dernier touché de la game. Une belle passe à Charles Véro avec un double QB, passe de Will. Non, avoir Will puis avoir Chris comme double QB, ça te fait quand même un luxe. Là. Ouais. Iron Wolves sont quand même gâtés là-dessus. Là. Ouais. Ça t'arrive-tu de faire le double QB avec Steve-O? Juste sur les convertis. Pour vrai? Ouais. Wow! Fait que tu lances en T1 maintenant. Ouais. Mais non, mais on voit que c'est un match qui est quand même serré. Ça pourrait même éventuellement être un match de série si Iron Wolf arrive à se qualifier. Là. Ouais, mais A-Team, on dirait qu'ils veulent pas laisser cette dernière place de série à eux autres. Comme on sait en Division 1, il y a juste 3 équipes qui font les séries. Fait que la saison veut dire beaucoup. Tu sais, d'habituellement, c'est plus d'équipes font les séries. Fait qu'en saison, tu peux peut-être te permettre d'être moins là ou de dropper une game ou 2, mais pas en Division 1 cette année. Mm-hmm. C'est ce qui était voulu. On voulait vraiment une division compétitive. On pensait que les 5 équipes étaient de niveau. Même, tu vois, Master Chiefs, c'est l'équipe qui est peut-être qui ressort du lot pour être pas dans une position de série en ce moment. C'est une des équipes avec la meilleure attaque de la division. Malheureusement, ils ont aussi la pire défense de la division. J'ai refait la game contre Bush Boys. Puis, oh man, c'était une game qu'eux, ils avaient besoin de la victoire beaucoup plus que Bush Boys. Il y avait les devants par 20 points dans ce match-là. En fait, c'était un match serré, 20-12 pour Master Chiefs. Master Chiefs ont eu le ballon pour terminer le premier half. Ils ont scoré pour prendre l'avant 26-12. Ils ont commencé avec le ballon dans la deuxième demi. Ils ont encore scoré sur le premier jeu, bombe de OE à Ashton. Puis à ce moment-là, ils gagnaient par 20 points. Et Bush Boys ont scoré 21 points sans en donner un seul pour revenir de l'arrière et gagner ce match-là. 21 points, c'est quand même top. Là. C'est-à-dire qu'ils ont scoré 3 touchés, plus ils ont fait 3 points de convertis pour la remontée. Tu vois les statistiques, c'est impressionnant. Ashton, oui, la connexion est encore là. On dirait qu'il se lance le ballon à tous les jours quasiment. Mais tu penses que ça peut avoir nuit justement, oui, d'avoir. On voit les statistiques en ce moment, là, puis vraiment, Ashton a été utilisé beaucoup, surtout en première demi, début de deuxième. Mm-hmm. Penses-tu que l'autre. Excuse-moi, j'allais dire Master Chief, mais Bush Boys se sont ajustés. Puis c'est pour ça qu'après ça, ils ont réussi à revenir comme ça. Ils se sont pas vraiment ajustés parce qu'Ashton est quand même dominant toute la game. Je dirais que normalement, oui, c'est pas la meilleure chose de faire ça, mais dans ce match-là, OE est en train de fill in pour Vinny qui était suspendu. Fait que, tu sais, OE puis Ashton, ils ont cette connexion-là. Tu sais, long term sur une saison de 10 games, c'est peut-être pas ce que tu souhaites faire, mais dans ce match-là particulièrement où Matthews avait besoin de la victoire, c'était vraiment, tu fais ce que tu as besoin de faire pour t'assurer de sortir de là avec la victoire. Puis, tu sais, c'était des petites passes ratées. Après, il y a eu beaucoup de 4 down qui n'ont pas converti, mais qui étaient extrêmement proches. Et Boys qui ont plus fait un jeu aussi. Puis qui ont rally.
je veux pas te couper, là, mais ça, si je regarde en ce moment, mettons, la fiche de Master Chief. Premier match de la saison, perdre par 1 point. Ouais. Deuxième match de la saison, perdre par 5 points, donc un touchdown. Après ça, perdre encore par 5 points. C'est quand même des matchs serrés. Là. Ils en ont perdu un. Mais ce match-là, il n'y avait pas leur QB, puis il n'y avait pas de QB ce match-là. Ok, ça, 49-18. C'était un match qui avait... défaite. Ouais. Après ça, leur victoire par 1 point, défaite encore par un touchdown, défaite par 1 point. Ouais. On s'entend qu'ils sont à 1 converti d'avoir une fiche d'être premier au classement. C'est ça, ben juste ils ont 2 défaites par 1 point. Juste là, ça... Ouais, non, c'est ça. Ils ont beaucoup de... c'est vraiment, ils ont à 1 converti d'être dans la course pour des séries. Là. Ouais, puis ils ont peut-être une des meilleures attaques de la ligue. Là. C'est juste leur défense, pas capable de rien arrêter. You kind of feel for that team. Là. Comme, c'est une équipe que tu dis sont trop bons pour être 1-6. Comme c'est pas vrai qu'ils sont 1-6 quand tu regardes ça. Puis surtout puis quand tu vas game by game, tu vois, ils sont pas capables de comme closer la game à la fin. Puis ils arrivent proches. Puis ils sont certainement dans la bonne division. Puis s'ils avaient à rejouer leur match jusqu'à ce point-ci, ils auraient pu facilement être 6-1 au lieu d'être 1-6. Effectivement, c'est ça qu'une statistique nous montre. Ensuite de ça, si on passe à la prochaine, Bush Boy, A-Team, t'as-tu vu ça, toi? Non, j'ai pas vu ça, mais je sais que Will checkait le score de la game puis il avait besoin d'une victoire de Bush Boys. Je sais qu'il leur manquait bien des joueurs puis ils ont eu quelques subs dans ce match-là. Mais je sais que ça a l'air que A-Team voulait démontrer à quel point ils étaient solides puis ils l'ont fait dans ce match-là. Ouais, grosse performance de David, Daou puis Dylan. Comme d'habitude, eux autres, hein? Ouais. Ben même les trois frères Daou. Ouais, c'est ça, sont toujours, je viens de voir Devin aussi. Non, c'est quand même des joueurs assez. Alex qui se met quand même de l'avant avec les Bush Boys. Non, c'était quand même une grosse victoire de A-Team là-dessus. Là. Ouais. Division 2? Ouais, Division 2. Short and sweet. Un seul match dans la Division 2. C'est terminé par 1 point. Ouais, match super serré. Il y a peu d'équipes dans cette division-là, mais au moins la parité est là. KLB Pocket Rockets. Match qui termine par 1 point. Les deux carrières ont fait une super bonne job de distribuer le ballon dans ce match-là. Ouais, vraiment. Khalil a 4 sacs dans cette game-là. Grosse performance de Khalil. Mon All-Star KJ avec 2 picks. Mon All-Star DB KJ avec 2 picks. Mais ouais, on sait qu'en Division 2, la saison veut peut-être moins dire quelque chose en tant que tu arrives à la dernière game de la saison près. Parce que dans le fond, l'équipe qui finit numéro 1 et l'équipe qui finit numéro 2, eux, c'est sûr qu'ils font les playoffs. Suite, après les 9 premiers matchs, tout le monde va avoir joué 3 fois contre chaque équipe. Et un va affronter le numéro 2. Fait que là, dans un match qui veut rien dire. Non, le match veut dire quelque chose. Okay. Le gagnant s'en va directement en finale de la Division 2. Le perdant s'en va en demi-finale. Fait que les deux font les playoffs, mais le gagnant de ce match-là, un match de moins à gagner en série. Puis quand tu vois à quel point que les matchs sont serrés, la parité est solide dans cette division-là, tu veux peut-être jouer un match en moins en série. Surtout que la majorité de ces joueurs-là sont sur 2, peut-être 3 équipes. Puis ils risquent de jouer la même journée. Puis là, il y a vraiment une bataille pour cette deuxième place-là. Parce que dans le fond, arrivé à la dernière game de la série, si tu finis deuxième, tu es assuré de faire les playoffs. Là, le troisième va affronter le quatrième. Le perdant ne fera pas les playoffs. Okay. Puis le gagnant de ce match-là affrontera le perdant du premier et deuxième en demi-finale. Fait que là, c'est pas le cas parce que Secure Top Shooters ont déjà 2 victoires. Mais tu pourrais être aux 4e position avec 0 victoire, 9 défaites, gagner ta dernière game de saison régulière, puis tu t'en vas en demi-finale en Division 2. Wow! C'était pas évident quoi faire avec une division de 4 équipes, mais on a pensé que ça rendait un peu d'excitation dans cette division-là et un peu de parité. Puis surtout, à 4 équipes, au moins, à travers 9 matchs, tu aurais joué 3 fois contre chaque personne et pas une équipe 4 fois dans la saison régulière. La 4e fois, le match va vouloir dire quelque chose d'un peu plus important, comme c'était un match de pré-playoff. Ouais, non, je comprends tout à fait. Ça rend la chose plus excitante. Division 3? C'était quick pour la Division 2. On va peut-être prendre plus de temps en Division 3. Je pense que Division 3, 4 et 5 contiennent un peu plus de matchs. Ouais. Donc, on va y aller avec... On va tout de suite y aller avec celle qui fait mal. Bin Thunder Buddies. Ouais. Là, j'essaie de penser à l'expression... Mais j'arrive pas à trouver, mais « When it rains, it pours ». C'est littéralement ça qui est arrivé dans ce match-là. C'était serré jusqu'à la fin de la première demi. On a réussi à scorer avec moins de 10 minutes à faire pour rendre le match 19-12. Mais là, en deuxième demi, il n'y avait comme rien qui marchait. Ben,
Sauf Thomas Côté-Parent de l'autre équipe. en défense. Mais tu sais, on avait un plan de match en arrivant à ce match-là. Puis là, il y a Simon Baudouin qui a décidé de show up, qui avait juste joué 1 ou 2 matchs avec Ben auparavant. Fait qu'on avait comme pas planifié de sa présence. Puis turns out que c'est Mathieu Roy-Casey qui nous a dominé en attaque. 6 catches pour 72 verges, 2 touchés. Grosse performance. Puis il joue centre en plus. Ouais. Mais là, j'aurais pas eu Thomas. C'est vrai. Ouais, vraiment une équipe très très balanced. Tu regardes les statistiques de GF, 23 pour 26, c'est extraordinaire. Il nous a vraiment comme il a pris tout ce que la défense lui a donné, puis il n'y avait aucun problème à bouger le ballon. Mais qu'est-ce qui se passe avec Thunder Buddies? Tu nous habitues à tout le temps être dans le top de la division, les grosses affaires. Je sais que, en début de saison, puis shout out à toi, Dave, vous avez perdu Dave. Ouais. Est-ce que ça l'a affecté? Est-ce que c'est le 3 bye week du début de saison qui vous a affecté tant que ça, ou c'est la perte de Dave? Je pense que c'est all of the above. Pour vrai, c'est sûr que de commencer la saison la semaine 4, puis il y a des équipes qui ont déjà joué 2-3 matchs. Tu sais, ta première semaine, il manque d'une affaire de timing. Surtout nous autres, on avait comme 4 nouveaux joueurs sur 8 qu'on n'avait jamais joué ensemble. Puis 2 de ces 4 joueurs-là, c'est des nouveaux joueurs dans la ligue qui ont il y avait de l'expérience de foot, mais pas nécessairement de flag football. Fait que ça reste un peu un différent match, puis de l'adaptation, surtout avec les play calls autant en attaque qu'en défense. Mais là, en plus de ça, tu rajoutes la perte de Dave que comme moi et Dave, ça fait plusieurs années maintenant qu'on joue sur les mêmes équipes puis qu'on se connaît très bien, puis la chemistry est là, on va jouer au parc, puis on va se lancer le ballon au parc aussi pendant l'off-season. Fait que c'est sûr que la perte lui a fait mal. Puis en plus, il s'est blessé le premier match, puis ça a pris 2-3, je pense 4 matchs avant de trouver un remplaçant stable. Un remplaçant stable qui est quand même un remplaçant de luxe. Oui, Brady est incroyable aussi, mais je veux dire, il y avait quand même un 3 matchs entre la perte de Dave et qu'on a trouvé Brady, où on pensait que Dave allait peut-être revenir, on attendait, on prenait des subs à la place pour être 6 ou 7 joueurs. Là, ça a l'air qu'il y a plus de chances que Dave ne reviendra pas puis que Brady va rester. Okay. Qu'est-ce qui arriverait si Dave revient de sa fin de saison? Est-ce que vous allez faire passer par le comité? Comment ça fonctionne? Ouais, dans le fond, Dave a été sur le roster assez longtemps pour avoir accumulé assez de matchs, je pense, compte tenu de sa blessure, parce qu'on a juste ôté du roster après genre 4 matchs, je pense. Okay. Même peut-être 5. Mais c'est sûr qu'on peut pas avoir Dave et Brady. Quand il va rester 1 ou 2 matchs à notre saison, on va faire un update, on va juste faire une mise à jour avec Dave, voir s'il s'enligne toujours pour ne pas jouer. Si jamais il y a un miracle, il va pouvoir jouer. Ça reste que Dave, c'était un joueur régulier pour Thunder Buddies, il a toujours été dans l'équipe. C'est un joueur qui a payé malheureusement pour cette saison, même s'il a juste joué un match. Puis Brady est au courant de ça. Il a dit si jamais Dave peut revenir, Dave va reprendre sa place, puis on ne pourra pas avoir les deux sur le roster. Fait que Dave va reprendre sa place. Puis tu sais, c'était une blessure qui est arrivée sur le terrain de la MFL, super legit. Fait que j'ose espérer que sa blessure il va pouvoir avoir accumulé autant de ces 5 games en étant blessé pour pouvoir jouer en playoff si jamais il peut revenir à 100%. Je vous le souhaite parce que c'est sûr qu'avec la fiche que vous avez là, vous êtes... Ouais, mais là on parle pas de playoff, on parle juste d'essayer de gagner un match à la fois. Ça, j'allais dire, vous allez devoir commencer là, à y aller pour chaque match, c'est un match de playoff. Ouais. Donc, correct. Ça, on va y aller ça pour le prochain match. Yep. Sooners, Rossage. Moi, j'ai pas vu ce match-là. Tout ce que je sais, c'est que Sooners ont pris une grosse avance tôt dans le match. Puis c'était too little too late pour Rossage par la suite. Ils gagnaient, je pense, 18-0. Rossage ont fait 18-13. Mais finalement, Sooners ont gagné. C'est vraiment une saison bizarre pour Rossage. C'est un peu similaire à nous autres avec Thunder Buddies. Parce que Rossage sont des super joueurs. Là. Des joueurs vraiment athlétiques. Des joueurs qui sont capables de faire les gros jeux. Je crois qu'il faut vraiment diminuer le nombre d'interceptions. Si on regarde juste le match-là, on a 7 interceptions sur les deux équipes. Ce qui est quand même beaucoup, je trouve. Tu sais, c'est les divisions plus basses, d'habitude, qui nous habituent à des grands nombres d'interceptions comme ça. Mais là, 7 interceptions à 2, avec ça, combiner les deux carrières. Ouais, en effet. Puis, aussi, Rossas a quand même réussi à limiter Diego sur seulement 26 verges. Ouais. Quand même impressionnant. Diego qui est très, très, très agile. Là. Puis il y a Marc-Antoine Léveillé, gros shout-out à lui. Il a eu 3 sacs dans ce game-là. Nathaniel a eu un sac aussi. 3 picks par Gab Boucher. Mais tu regardes ce roster-là, ils ont tous des joueurs qu'on connaît, qui jouent avec Rossas depuis longtemps. Sauf qu'il y a Gab Boucher puis Yvan, 2 joueurs dominants dans les plus hautes divisions. Ouais. Mais même tout le reste de leur roster, c'est tous des bons joueurs. T'sais. Cette équipe-là a été en finale de la Division 3 la saison dernière. Ils ont toujours eu des bonnes saisons en Division 3. Je sais que la Division 3 est pas mal plus compétitive maintenant, mais j'arrive pas à expliquer ce qui se passe. Je suis entièrement d'accord avec toi.
c'est spécial. Prochain match. Yep. Tig Phoenix. J'ai eu la chance de remplacer notre Kevin national. En tant que carrière pour ce match-là, je peux vous dire que Tig, c'est vraiment une excellente équipe. Là. C'est vraiment une équipe qui est balancée, ils jouent avec un mode de jeu qu'on n'est pas habitué de voir, vraiment pas. Ça a été difficile, surtout en début de match. Comme tu peux le voir, là, si tu regardes le scoring summary, puis tout ça. Là, le play-by-play, je vois que dans tes 4 premières phases, tu en as juste complété 2 à l'autre équipe. Exactement. Donc, ça a été un début de match très, très, très compliqué. Mais c'est ça, grâce à des interceptions, des changements de possession. Un pick six aussi de GF Lawrence qui a fait un super gros jeu sur malheureusement la blessure de. J'ai perdu son nom, excuse-moi. José, mais je l'ai dit au complet. Ok, mais José qui s'est blessé malheureusement, qui a dû quitter. J'espère qu'il est correct. On va espérer justement que sa blessure n'est pas grave, qu'on va pouvoir le revoir la semaine prochaine. Donc, mais c'est ça. Puis ça s'est joué en prolongation sur un converti de 2 points. Oh ouais, j'avais même pas remarqué. Ils ont eu leur converti de 1 point, puis vous vous êtes dit on y va pour 2. Exactement. Donc on est allé pour 2, puis on a sécurisé la victoire. Mais vraiment, Nestor Chavez, il n'avait pas Nestor sur c'est Nestor? Victor? Je suis pas sûr qu'ils l'ont rentré comme il faut. Je pense que c'est Nestor qui est leur vrai carrière. Ouais. Qui est vraiment, vraiment agile. Un carrière vraiment complet. Il a un bon bras capable de l'envoyer un peu partout sur le terrain. Ils jouent souvent avec 2 carrières. Joshua Hernandez aussi, qui est un receveur très, très, très qui est explosif, facile de remettre le ballon, puis après ça, il va gagner des verges après l'attraper. Donc, c'est vraiment une équipe qui est à surveiller. J'ai l'impression que tu me disais que ça, c'était une des nouvelles équipes, justement, dans la division. Ouais. Là. C'est vraiment impressionnant de les voir jouer eux autres ensemble, puis je pense que ça va être une équipe qui est très compétitive pour les prochaines étapes. Là. Puis c'était quoi qui a mené à la décision d'aller pour 2 points et non pas 1 point? Déjà, sincèrement, c'est parce qu'on était beaucoup en retard. Okay. Parce que justement, avec la blessure de José, le match a été retardé vraiment beaucoup. J'étais quand même chanceux que mon autre match juste après, il a été finalement c'était un forfait, fait que c'était pas super. Mais je suis arrivé presque 30 minutes en retard au match après. Oh wow. Fait que c'est ça vraiment, c'est ça que on a dit, là, on y va all-in, victoire ou au moins, on n'aura pas perdu trop de temps. Mais je suis bien content d'être allé. C'était un beau jeu, design par Josh. C'est lui-même qui a fait le call en attaque. Okay. Exact. J'ai un peu de misère à connecter avec ses différents receveurs. Gros shout-out à Josh pour sa performance. Et on y va pour le prochain. Yeah, TDs and Beers Villains. J'ai vu une partie de ça. J'étais tellement surpris de voir le score de ce match-là. Surtout que j'affrontais Villains plus tard dans la journée, j'étais comme oh shit. Ben oui, Villains, en fait, dès le début du match, ils ont perdu un joueur d'impact, un des peut-être All-Stars s'ils avaient voulu le prendre, mais finalement non. Jeremy Thompson-O'Reilly qui s'est blessé en début de match. Jeremy Thompson qui est un joueur vraiment d'impact là-bas, qui peut jouer partout, corps arrière, qui peut jouer, dès qu'il touche au ballon, il devient une menace. Ils l'ont perdu dès le début du match. Ils ont quand même réussi à marquer 55 points, dont 4 pick 6 de Will Bradford. Je check c'est un record ça. Ça doit être un record, j'ai jamais vu ça moi. 4 pick 6, wow. 4 pick 6, c'est insane. C'est une solide performance. Mais tu sais, j'ai vu moi, parce que je jouais justement de chaque côté, TDs and Beers, Alexis qui s'est blessé au bras. Donc il a été remplacé par PO. Il s'est blessé dans le match en sang? Oui, exactement. Wow. Il s'est blessé en sang. Il a quand même été capable de compléter le match parce qu'il y a des statistiques en attaque. Mais, puis il a même joué un petit peu plus tard. Mais il était plus capable de lancer, donc c'est PO qui est venu en backup. Puis PO, ça n'a pas vraiment bien été, en tout cas, surtout pas au milieu où est-ce que Will patrouillait. Là, parce que ça s'est reviré contre lui une couple de fois. Encore Khalil, toujours une performance 2 sacs. Même Khalil qui est toujours constant dans ses performances défensives. Mais oui, non, vraiment une victoire convaincante de Villains. Je pense qu'il en avait besoin aussi. Là. Ouais. TDs and Beers, ça commence à être un petit peu plus compliqué par contre. Surtout qu'ils ont perdu leur deuxième match aussi contre Iron Horse, qui avait absolument besoin de cette victoire-là pour peut-être faire les séries. Là, on peut voir que c'est pas mal plus serré entre la position 8 et jusqu'à la position 11. Il y a juste une victoire de différence. C'est sûr que Red Cats ont quelques matchs en main pour cela, mais ils en ont perdu une grosse en fin de journée contre les Super Friends. C'est vrai. Super Friends, que je dis depuis le début de la saison, sont vraiment de calibre Division 3. Là, comme, ils seraient bien trop forts pour la Division 4. Mais ça prouve, parce que Red Cats, c'est toute une équipe. Là. Puis Red Cats, c'est toute une équipe, surtout avec toute une attaque. Fait que le fait qu'ils ont pu matcher leur attaque et même scorer plus de points qu'eux, c'est ça qui est vraiment impressionnant. Tu check les stats de Jason, 333 verges. Ryan Flood, 202 verges, 3 touchés. Ça aussi, c'est une statline incroyable. Et,
il y a un receveur des Red Cats qui a que 20 verges de moins que le total nombre des receveurs des Super Friends. Non, ça c'est fou pour elle. C'est quand même... Mais Super Friends a quand même réussi à sécuriser la victoire là-dessus. Avec 2 interceptions de Vincent Fortin. Qui est quand même 2 interceptions sur Jason, c'est quand même bon pour le Jason qui s'en vient à une carrière vraiment stable, là, je pense, pour les Cats. On a beaucoup niaisé Jason par le passé, mais Jason est vraiment très bon cette année. Il joue vraiment en confiance, puis d'avoir 2 interceptions contre lui, quand même assez exceptionnel. Le fin de match, cette game-là a l'air tellement excitante. Il y a eu 3 touchés en bas de 1 minute. Super Friends ont égalisé le match sur un 4th down avec 55 secondes. Ils ont eu le converti de 1 point pour prendre les devants de 1 point. Ensuite, Red Cats ont scoré 20 secondes plus tard. Puis là, 30 secondes plus tard, Super Friends ont encore scoré. Wow! C'est impressionnant. Ça, je suis d'accord. On va y aller ensuite pour le match Tigre versus Horde dans lequel j'ai eu la joie de jouer. Pour vrai, la Horde, ça paraît peut-être moins sur le score comme ça, là, mais c'est vraiment la défense qui gère cette équipe-là. Moi, en tant qu'arrière, je joue même pas en défense, mais c'est tellement facile d'avoir le ballon et d'avoir confiance que si je fais une erreur, la défense va me rattraper. Je peux jouer en confiance avec tous mes joueurs. Tous les joueurs ont leur force. J'ai simplement besoin de donner le ballon à un de mes joueurs et il est capable de faire tout ce que j'ai besoin avec ça. Grosse performance de David Saint-Jean avec une moyenne de 20 verges par catch pour 2 touchdowns sur 82 verges. Dave Lépine aussi, qui est un joueur plus souvent oublié, qui a joué vraiment un très très bon match, toujours bien positionné. Puis Guillaume, comme tu disais, un des joueurs très underrated de la Division 3. Aussi, c'était le retour de Benjamin Lepetit qui a rushé pour nous. Quand même contre Nestor Chavez, justement, qui est comme je disais tantôt, un carrière qui bouge vraiment beaucoup, super agile, et qui a réussi à avoir 5 sacs, dont un qui est un safety là-dedans. Wow! Ouais, en fait, je sais pas s'il l'écrit dans les statistiques, non? Pas dans les statistiques, mais tu peux le voir dans le scoring summary. Parce qu'en fait, Nestor s'est débarrassé du ballon intentional grounding. Ok. Fait que, non, gros. Ils ont-tu chialé? Un petit peu. Mais grosse performance pour vrai en général. Je trouve que les Tigres, c'est vraiment une équipe qui est compliquée à comprendre quand tu sais, tellement qu'ils jouent différents. Ouais. Donc c'est le fun d'avoir une grosse performance défensive comme ça. Tous les joueurs de l'équipe ont été impliqués, là, vraiment. Là, tout le monde a eu le ballon quasiment entre 2 et 5 fois. Là. Comme tu peux le voir. Là. Ouais. C'est sûr que Joshua Hernandez, un joueur. Joshua un receveur pour un receveur, ouais, exactement, pour là. l'équipe des Tigres. Là. Nestor, il fait vraiment confiance, on peut le voir. Là. Souvent, dans les petits jeux, ça va être à lui, puis il va venir gagner des verges après l'attraper. Donc, c'est un joueur qui est à surveiller. Je pense définitivement les stats de Ben Lepetit dans ce match-là, que Ben peut jouer partout sur le terrain. C'est super bon rusher, mais c'est même pas sa position qui joue le plus. Puis il a pu fill in en tant que rusher et avoir 5 sacs dans ce match-là, c'est très impressionnant. Exact. J'aimerais ça t'amener sur un petit point pendant qu'on est là. J'aimerais ça que tu ailles voir, on va aller le voir ensemble, là, parce que une des raisons pour laquelle la défense de la Horde, selon moi, est aussi impressionnante, c'est Nicolas Poitvin. Je sais pas si tu as regardé dans les leaders, mais le nombre de tackles de Nicolas, ça n'a aucun sens. Je suis convaincu qu'il laisse le receveur attraper le ballon pour le tackler. Quasiment, il peut avoir la passe rabattue, mais il se dit non, je la veux pas, attrape donc le ballon puis je te tackle après. T'as 48 tackles. Le deuxième, c'est Jason des Iron Wolf qui est à 33. Fait que c'est vraiment un joueur, c'est 4 interceptions, 2 sacs. C'est un joueur qui est complet vraiment défensivement. Je pense que Nicolas est vraiment en train de s'imposer défensivement dans la ligue cette année. Là. Ben, pas cette année, ça fait un petit bout, je dirais que... Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais cette année est vraiment très dominant, en tout cas, là. C'est le fun de jouer avec lui. Ouais, c'est un bon teammate. Ensuite de ça, on a Thunder Buddies. On a finalement gagné. Vraie victoire, Terry! Ouais, super game, autant à l'attaque qu'à la défense, ça a bien été. Est-ce que tu dirais que la perte de Jérémy... Ouais, c'est ça que j'allais dire ça. Heureusement pour nous, Jérémy jouait pas dans ce game-là. J'aime croire qu'en gagnant par 19 points, un joueur ferait pas la différence de 19 points. Jérémy peut la faire, la différence de 19 points, mais de la façon qu'on a joué en attaque et en défense dans ce game-là, je pense qu'on était vraiment dans un mindset. Il faut absolument gagner pour avoir encore des chances de faire les playoffs. Sinon, nos chances seraient quasiment à 0 avec une autre défaite. Puis on était juste 6 joueurs, tout le monde était impliqué dans le match, des both sides of the ball, autant l'attaque qu'en défense, on avait notre game plan, puis on l'a respecté. Mais je vois aussi 5 touchdowns, aucune interception. Ouais. Contrairement à l'autre match d'avant, c'était 4-4. Ben c'est ça, l'autre match d'avant, j'essayais des choses, puis je me suis dit, je vais faire ce que je fais de mieux. Les passes plus safe, puis je vais laisser mes receveurs faire le dommage avec le ballon dans leurs mains.
Exact. Est-ce que je sais que par le passé, tu étais reconnu comme étant un carrière qui court beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui revient tranquillement, ça? Un petit peu, je dirais. Comme tu sais, là, j'ai couru 7 fois pour 39 verges. Mais avant, j'avais peut-être un jeu sur 2, un jeu sur 3, qu'avant le jeu, je me disais, je vais courir. Là, ça arrive peut-être 1 ou 2 fois par game seulement où que j'ai un jeu que je me dis, je vais courir. Tu sais, avant, genre, c'était un read et demi, ok, je cours, c'est plus rien là. Grâce / à cause de ma blessure, j'ai pris l'habitude de comme me dire je peux pas courir. Comme avant, quand j'ai commencé à jouer, je pouvais pas encore courir, mais je pouvais jouer QB. Fait que c'était comme si je peux pas lancer le ballon, je prends le sac ou je me débarrasse du ballon. Puis on dirait que cette habitude-là, je l'ai gardée un petit peu. Mais je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il faudrait que je redéveloppe pour courir en lançant, en achetant du temps. Parce que c'était quelque chose que comme je faisais le mieux avant. Mais je trouve que grâce à ma blessure, là, je me suis quand même développé en tant que pocket passer un peu plus. Là. Ouais, ben c'est vrai qu'avant, tu étais vraiment une menace avec tes jambes plus que même avec ton bras. Je pense que d'être capable de combiner les deux maintenant, ça peut juste être bon pour toi. Là. Ouais. Good. Est-ce qu'on embarque dans la division 4? On a fait le tour? Ouais. Division 4. Division 4 qui est la plus grosse division. Avec 2 équipes. Beaucoup de zéros dans cette division-là. Ouais, beaucoup de matchs on peut en parler. Les Bouchers contre Montréal-Cessna. Montréal-Cessna, moi, avant le début de la saison, quand j'ai vu les rosters, je disais que cette équipe-là était quelque chose d'incroyable en D4. Un carrière qui a joué D1, un centre qui a de l'expérience et qui est super bon dans toutes les positions qu'il joue. Et un super bon coach aussi. Exactement. Donc, tu sais, je trouvais ça vraiment intense. Finalement, jusqu'à maintenant, c'est un petit peu décevant. J'ai pu remarquer aussi que leur carrière n'est plus là. Ouais, je pense qu'il fait plus partie de l'équipe. Okay. C'est sûr qu'on a vraiment essayé de les mettre en Division 4. Finalement, il aurait peut-être pu être en Division 5. C'est sûr qu'avec JS qui joue, je pense pas qu'il aurait pu être en Division 5. Il a joué, je pense, 3 matchs JS pour eux, puis 2 victoires, 1 défaite. Je pense qu'un des matchs, ils ont perdu par forfait, mais ils avaient gagné sur le terrain à cause d'une histoire de sub. Mais, définitivement, quand tu as un carrière qui a déjà joué Division 1 et 2 dans cette équipe-là, c'est une différente équipe. Je suis d'accord avec toi, là, juste la présence de Mario dans cette équipe-là, puis son expérience, on se dit, ok, ben, ils vont être bons, mais comme tu sais, Mario peut pas attraper tous les ballons puis être à toutes les places en défense non plus. Là. Là, il y avait le fils à Mario Milan qui jouait sa première game en tant que corps arrière. Tu le sais aussi bien que moi que la position de corps arrière, c'est la position la plus difficile à jouer. Tout le monde commence avec une mauvaise game. Je pense pas que c'est le type de joueur qui va se décourager. Puis, tu sais, il y a le père / coach en place pour pouvoir l'aider puis le guider dans le futur. Mais Montreal, c'est vrai que c'est question mark. Là, on pensait, comme toi t'as dit là, tu regardais avant puis t'as chialé que comme il était trop fort pour la division 4. Non, mais je voyais ça. En fait, moi, c'est surtout le fait de voir JS qui était autorisé en D4. J'étais comme, je suis vraiment impressionné. Mais là, c'est sûr qu'avec leur dernière performance, ça va être... Ils ont aussi des blessures à quelques-uns de leurs joueurs, dont Emile. J'espère qu'il va mieux. Je sais pas à quel point c'est grave sa blessure, mais c'était aussi un gros morceau de l'équipe qui était pas là. C'est vrai, je suis d'accord. Tandis que de l'autre côté, les Bouchers, eux autres, ils ont le vent dans les voiles, tout se passe bien. Ouais, puis il y avait même, il y avait pas leur QB Luca, c'était Benoît Ménard qui quarterbackait ce match-là. Benoît qui est quand même. Puis il a super bien fait. Un QB, il a déjà joué QB, puis il comprend la game. Ouais. Donc non, c'est vraiment une bonne équipe, les Bouchers. Là. Hâte de voir dans le restant de la saison qu'est-ce qu'ils vont faire. Là. Ouais. Donc, des équipes que moi je t'avais dit, j'ai de la misère à croire que tu nous demandes de défaire le Drama Club et que tu laisses CIA Fusion comme ça. Ouais. Quelles sont tes impressions du match 51-0 versus Système Urbain? Avant de parler de CIA Fusion, je vais parler un peu de Système Urbain, comme c'est vraiment un head scratcher. La semaine passée, ils ont scoré 58 points. Ils se sont peut-être dit on va en scorer d'avance pour les 2-3 prochaines games. Fait qu'on n'a pas besoin de scorer la semaine prochaine. On a scoré 58, c'est quasiment 30 points par game. 29 points dans chacune des games cette semaine, la semaine prochaine. Ça compte-tu de même? Fait que tu sais, Système Urbain, ils ont 2 victoires, mais ils ont plusieurs défaites par beaucoup de points. Mais le fait qu'ils ont scoré 58 points la semaine passée, ça me laisse croire qu'ils peuvent quand même compétitionner dans cette division-là. C'est beaucoup de gars que c'est des coachs de football. Okay. Fait qu'ils ont beaucoup de connaissances de football. C'est peut-être le fait de jouer 6 contre 6 au flag, de jouer sur un terrain de notre grandeur. C'est quand même MFL only qui joue sur un terrain comme ça à 6 joueurs. Fait que c'est très différent. T'as beaucoup moins d'espace.
les patterns sont différents. C'est une adaptation. Je pense quand même qu'ils ont le skill set. Puis ils sont assez bons pour compétir dans cette division-là. S'ils reviennent à l'automne, je pense qu'ils vont pouvoir le démontrer. Là, pour CIA Fusion, c'est... Parce que la combinaison de Jason et Alex reste quelque chose de très fort en D. Ouais, ça reste fort en Division 4, c'est sûr, mais il y a beaucoup d'équipes en Division 4 qui ont un bon QB puis au moins un bon receveur. Là. Comme je pense que CI Fusion sont très très top-heavy avec leurs meilleurs joueurs comme Jason, Alex, Kayla sont vraiment très forts, mais je pense qu'il y a quand même un petit drop après avec le reste de l'équipe. Puis quand ils vont affronter une autre bonne équipe comme eux autres, il leur manque peut-être cette profondeur-là. Comme quand tu checkes leurs fiches, ils gagnent par beaucoup contre les équipes qui sont peut-être moins bons dans le classement. Mais tu sais, ils ont perdu contre Phoenix, ils ont perdu contre Sour Creeps. Phoenix et Sour Creeps, c'est peut-être les deux meilleures équipes dans cette conférence-là. Tu sais, c'était des matchs serrés, mais ils ont quand même pas pu sortir de gagner ce match-là. Puis, tu sais, quand on pense à Cyclones, Iron Wolves quand ils étaient en Division 4, puis le A, c'est pour Airborne. C'était toutes des équipes qui n'ont pas connu tant de succès que ça, là. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Gros shout-out à Barb qui a un touchdown. Ouais, good job, Barb. Good job, Barb. On t'aime. Puis, non, pour vrai, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je pense que vraiment, comme je te dis, Jason, Alex, d'après moi, c'est une très grosse combinaison. Ouais. Mais t'as raison que peut-être qu'il manque un peu de profondeur dans cette équipe-là. C'est un peu comme j'ai dit au début, on regarde vraiment l'entièreté de l'équipe là, pour déterminer la division. Je peux comprendre. Free Agent contre Mimosa Crew. Une autre équipe qu'on aurait pensé avant le début de saison qui aurait beaucoup de succès. Tu regardes cette équipe-là avec Lesniak et les frères Bertrand. Tu sais, André Flip a déjà été un joueur super dominant en Division 1. Charles Edouard a déjà joué pour Old School, je crois, en Division 2 pendant plusieurs saisons. Tu sais, c'est une équipe qui avait assez de bons joueurs et des bons free agents à qui on leur a donné pour être bon en Division 4. Mais... Puis Lesniak a tout un bras. Là. C'est vrai capable de faire le terrain au complet, son backfoot. Et plus que ça. C'est ça, là. Ouais. Mais c'est vrai que c'est surprenant quand même de les voir se marquer seulement 6 points comme ça. Puis surtout aussi, une autre statistique qui est intéressante, ils ont réussi à garder Curran, qui est un carrière très mobile, à seulement 19 verges. Ouais. Mais Curran a réussi à utiliser son bras pour justement aller marquer des points par les airs, avec 3 touchdowns, 1 interception. Je sais que tu voulais faire un shout-out à Kathleen. Ouais, Kathleen avec un pick 6 dans ce match-là. Good job. Good job, Kathleen. Gros pick 6. Ouais. Mais je pense vraiment que les Mimosa Crew se sont améliorés sur les années. Ouais. Quand ils sont entrés dans la ligue, c'était beaucoup plus difficile. Puis aujourd'hui, c'est une équipe qui est très compétitive, une équipe qui a des bons joueurs, une bonne profondeur surtout. J'ai l'impression que Curran peut vraiment être lancé à n'importe quel de ses joueurs, puis ils vont être capables de faire quelque chose avec ça. Ce qui est le fun avec cette équipe-là, c'est un peu comme Drama Club avant qu'ils deviennent trop bons. C'est comme, tu sais, c'est vraiment le même noyau, les mêmes joueurs. C'est comme, t'as l'esprit familial de cette équipe-là que, tu sais, ils sont vraiment là pour avoir du plaisir. Puis en plus, ils s'améliorent en jouant au football. Fait que c'est vraiment cool d'avoir une équipe comme ça dans la MFL. Je suis entièrement d'accord. Surtout depuis qu'ils ont enlevé le chandail des Dolphins. Ça commence à mieux aller, hein? C'est pour ça qu'ils ont commencé à gagner. Donc, sans génie de Bandits, est-ce que tu as vu ce match-là? Non, mais mon All-Star Rusher, Hotman, a eu 4 sacs dans ce game-là. Grosse performance. Quand même un match serré, hein? Pas beaucoup de points sur un, tu vois. Seulement un touchdown en deuxième demi de 45 verges. Et c'est tout. Donc le converti n'a pas été réussi. Dommage parce que ça aurait pu égaliser le match. Ou prendre les devants. Ouais, exact. Sinon, j'ai arbitré le match de Sour Peeps 28-3. Sour Peeps l'ont gagné sur le terrain. Malheureusement, à cause d'une histoire de sub, ça va devoir être un forfait. Ça fait mal. Surtout, ça fait mal dans les circonstances. C'est arrivé. C'est potentiellement le sub qui n'a pas eu d'impact dans le match. Sour Peeps ont été honnêtes quand ils se sont rendus compte de la gaffe, mais ça reste une équipe, ça fait assez longtemps qu'ils jouent pour connaître les règlements. Je pense qu'il y avait un ou une joueuse qui est arrivée en retard, qui était peut-être pas supposée être là. Il y avait un sub. En tout cas, il aurait pu peut-être jouer à 6 joueurs sans le sub, puis être correct. Il voulait absolument être 7. Je suis pas sûr de comprendre pourquoi. Surtout avec Jocelyn et Lambert, qui sont des joueurs d'expérience dans l'équipe, qui ont joué dans des hautes divisions. C'est quand même quelque chose qui est dommage qui arrive à ce point-là. Mais quand on regarde le match, puis que le match qui était là, Sour Peeps ont vraiment été capables de démontrer pourquoi c'est la première fois que j'ai voyé jouer cette saison, puis ils ont vraiment montré pourquoi c'est la meilleure équipe, une des meilleures équipes de la division. Jocelyn, il a cette offense toute under control en ce moment-là. Comme, il n'a pas été parfait de 15 pour 22, mais les peu de passes qu'il a raté, il savait pourquoi il les a ratés. C'était comme, j'ai peut-être lancé trop en courant, j'ai pas set mes feet, le ballon est allé un peu en bas, mais comme
le play call, les designs, les routes de ses receveurs, tu le voyais aller, puis t'es comme, wow, cette offense-là, on dirait que ça fait comme 5 ans de suite qu'ils pratiquent puis qu'ils jouent ensemble à tous les jours, parce que comme, 28-3 avait vraiment de la misère à les arrêter offensivement. Puis quand t'as un joueur comme Lambert Paquette avec 8 réceptions, 8 verges, 4 touchés, puis même en défense, 2 interceptions, 1 pick 6. Tous les joueurs de cette équipe-là sont bons, mais t'as un superstar dans cette équipe-là. Puis même Simon Torres, qui a pu jouer un peu en tant que QB, il a attrapé un ballon, je pense que c'était un slant pour 1 verge, puis il a scoré un touché de 25 verges, tellement qu'il était rapide. Personne n'est arrivé proche à pouvoir le tackle. Mais aussi, un des trucs que j'ai remarqué, je sais pas si t'as vu, là, mais Jocelyn d'habitude est un petit peu comme toi, une grosse menace avec ses jambes. Seulement 16 verges. Ouais, mais Julie Verville dans ce game-là, elle a fait une vraiment bonne job à le contain, puis elle a sac sur le premier jeu du match, puis elle a quand même mis de la pression constante. Jocelyn, même quand il était en train de roll out, je dirais que j'étais vraiment impressionné par le rush de Julie dans ce game-là. Elle a même eu 1 ou 2 sacs sur des convertis qui apparaissent pas statistiquement. 2 sacs au total. C'était une belle révélation pour moi. Première fois que je voyais 28-3 jouer aussi. Puis justement, Jocelyn, c'est un joueur très dangereux par les jambes. Je l'ai vu dans les stats de d'autres games prendre une game genre take over une game avec ses jambes tout seul. Mais dans ce game-là, il est tout aussi bon avec son bras aussi. Puis il a démontré. Julie lui a quasiment enlevé toutes les courses possibles. Puis si t'es 28-3, là, qu'est-ce que tu dois changer pour. Regarde, il y avait quand même beaucoup de positifs dans ce match malgré le score. Nicolas s'est quand même beaucoup amélioré. Il y a beaucoup de vétérans de brossard dans cette équipe-là. 26 passes complétées, c'est quand même un bon feat. Puis l'affaire qui marchait beaucoup pour lui, tu sais, Alex, tu le connais bien, Alex Morrison, comme snapper. C'est très 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 underrated. Je sais pas si tu sais, mais Alex Morrison a genre 45 de rating. Puis il est vraiment bon. Je le prendrais n'importe quel comme snapper. Vraiment un joueur underrated. C'est 9-4 53 verges, c'est plus de 5 verges par réception. Je pense que c'est un des jeux qui marchait le plus pour Nicolas dans ce game-là, à part quand il courait. C'était vraiment juste de faire des slants à son snapper. Il était toujours ouvert. Il attrapait le ballon peut-être à la ligne de 3-4. Il gagnait peut-être 2-3 verges de plus avant de se faire tackle. Puis je sais que c'est du football plate, ça. Mais des fois, il faut jouer de façon plus plate pour pouvoir gagner des matchs. Des fois, tu prends ce qu'on te donne, c'est tout. Exact. Puis dans ce game-là, il donnait clairement les slants au snapper. Puis je pense que Nicolas, il a joué avec des bons QB dans le passé aussi. Puis il sait qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Il connaît ses limitations. Mais tu sais, dans ce game-là, je pense que 23 ont fait plus de bonnes choses que juste le 12 points qu'ils ont démontré dans le score. Il était quand même dangereux avec ses jambes. 6 runs pour 40 verges, 1 touché. Il y avait Massimiliano, le shérif en défense, avec 7 tackles puis 1 pick dans ce match-là. Je pense que après cette saison-ci, ils vont peut-être. Il leur manque peut-être juste un joueur, peut-être plus du niveau, disons, 2-3 pour les aider un peu en attaque, en défense. Puis il serait vraiment une bonne équipe en Division 4. Je suis d'accord avec toi là-dessus. KC Chief Drama Club. Vaut-il la peine d'en parler? En fait, c'est un match qui a été malheureusement forfait pour manque de joueurs de KC Chief. C'est quand même décevant. Simon Dumas qui a fait des statistiques parce qu'il était même pas là. Donc vraiment, je pense qu'on peut passer un peu ce match-là. Gros shout-out quand même à Marie et Jeanne qui jouent extrêmement bien pour le Drama Club, peu importe. Je tenais à préciser, là, vraiment, là, en Division 4, les deux se sont encore améliorés et sont excellentes. Autant en attaque qu'en défense pour Jeanne. Là. Vraiment des joueurs qui sont fun à jouer avec. Là. Ouais, nice. Action Squad de Legendaries. Ouais, j'ai parlé avec Goldrick un peu après cette fin de semaine, puis il me parle un peu de ses games, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Il me parle aussi surtout de d'autres équipes, de ce qu'il voit, parce que tu sais, comme je dis souvent, Will puis moi, puis dans ce cas-là, toi, on peut pas voir tous les matchs, puis on veut parler de plus de gens possible. Fait que j'apprécie vraiment les commentaires de Goldrick. Puis grosse performance de Goldrick. Ouais, super grosse performance de Goldrick. D'un match où il a marqué 0 points contre le Drama Club. Ouais, puis 20 pour 27, 200 verges, 5 touchés, 0 interception, c'est incroyable. Mais il m'a même pas parlé de lui-même, comme ce qu'il m'a parlé dans ce match-là. C'était à quel point qu'il y a eu des drops des Legendaries. Legendaries qui sont quand même, c'est ça, c'est décevant. Là. Je veux dire, moi, je m'attendais à ce que ce soit une équipe quand même très compétitive dans la division cette année. Ouais. Puis il a vraiment mis l'emphase sur comme, tu sais, il y avait beaucoup de drops, mais comme, je veux dire, vraiment beaucoup de drops. Comme un des matchs, j'ai jamais autant vu de drops que ça. Quasiment toutes les passes incomplètes, c'était les receveurs qui ont droppé le ballon. Puis là, on parle de 15 passes incomplètes, que ce soit 10, 12, 15.
drop, c'est sûr que ça peut vraiment pas aider une offense. Puis c'est quand même assez décourageant pour un carrière quand le ballon est mis à la bonne place, le receveur a couru le bon route, puis tu sais, t'as droppé le ballon 1, 2 fois, 3, 4 fois, tu peux te faire pardonner, mais quand ça arrive avec plusieurs receveurs à plusieurs reprises, c'est tough. Puis oui, Legendaries, ils ont connu une super bonne saison en Division 5 l'année passée. Je pense que Benjamin Mallette fait pas partie de l'équipe de façon régulière cette saison. Fait que tu sais, la connexion Benjamin à Benjamin est pas là. Peu importe dans quel sens ça s'en va, c'est super dangereux. Tu sais, je pense quand même malgré leur fiche, que cette équipe-là a comme maintenant trop d'expérience. Comme Ben Denny a subé en Division 3 pour Arnold cette semaine, il a sub pour Respect il y a 2 semaines en Division 2, puis il avait l'air d'un joueur qui jouait, il jouait en Division 3, mais en Division 2, il avait l'air d'un joueur de calibre Division 2, ben normal, ben à l'aise. Lui puis Steve ont une assez bonne connexion. Fait que j'ai la misère à penser qu'il pourrait jouer en Division 5, ça serait peut-être pas fair en ce moment-ci, là. Comme il connaît assez bien le jeu, puis tu sais, il se développe encore comme corps arrière. C'est peut-être pas sa position naturelle, mais on voit de l'amélioration. Puis surtout en jouant cette saison en Division 4, s'il revient avec la même équipe ou avec le même noyau de joueurs à l'automne, c'est sûr que avec du recul, il va se dire ok, cette saison-là au printemps était plus rough, mais ça m'a permis de faire ça maintenant. Tu trouves pas aussi que être Benjamin, là, que tu vois tes joueurs qui tombent, qui échappent les ballons, qui le quittent, devrait utiliser un peu plus ses jambes? Trois courses pour 2 verges seulement. Ouais, c'est définitivement un joueur qui pourrait utiliser ses jambes, mais des fois c'est pas naturel à penser à utiliser tes jambes, mais aussi quand tu vois que ton joueur est open, tu te dis ok, ben à un moment donné il va l'attraper le ballon. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Donc, Villains contre Phoenix. Villains qui était malheureusement dépourvu de leur Jeremy Thompson O'Reilly. Ouais. Quand même un match 30-16. Nick qui remplaçait son père en tant que carrière, qui a quand même performé. 4 touchdowns, 2 interceptions. À l'inverse, c'est Jalen et Patrick qui combinent un 2 touchdowns, 5 interceptions. Difficile de gagner un match quand tu te fais intercepter 5 fois. Ouais, en effet. Tu sais, la stratégie pour les carrières de Villains, c'est pas compliqué. En Division 4, surtout de lancer le ballon à Jérémy le plus possible. C'est quasiment ça. C'est sûr que ça aurait été un match assez serré. Tu sais, cette équipe-là de Phoenix en Division 4 sont très très forts là, avec Vincent Blondin, Brian, Gab, Jordana, David qui ont tous au moins une réception dans ce match-là. Nick a quand même fait une assez bonne job. Malgré juste 10 passes complétées, il a quand même distribué le ballon assez bien. Il a fait ce qu'il avait à faire pour sortir de là avec la victoire. Gabriel Chaput 3 sacs dans ce match-là. Brian un autre 2 sacs. Vincent puis David 2 picks chaque. Nick a fait un pick en défense aussi. Ouais. Ah non, ça c'est clair. Quand même une grosse performance de Jenna en attaque. 3 passes plus un converti de 2 points. Mais ouais, non, ça je pense que c'est la perte de Jérémy a dû leur peser quand même là. Parce que c'est sûr. Ça aurait été un match sûrement très différent si on l'avait vu avec lui présent. Ouais. Là, un autre match qui m'a surpris, Tropic Thunder avec back-to-back grosse victoire. La semaine passée, ils ont en fait 3 victoires de suite. Mais la semaine passée, ils ont scoré 50 points contre Monster Tigers, qui est une très bonne équipe en Division 4. Cette semaine, ils ont scoré 41 points contre Bearhood, qui est une très bonne équipe en Division 4. Et j'ai sub dans cette game-là. Pour Bearhood? Oui, pour Bearhood. Ok, fait que tu peux très bien m'expliquer ce qui s'est passé. Exact. Pour être honnête avec toi, on était 2 subs. Il y avait moi et Thomas en plus. Fait que Dave Lépine avait quand même du gros luxe. Wow. Okay. Donc, mais. Malgré ça, il est lancé à 3 joueurs. Exact. En fait, je pense que ça résume beaucoup Bearhood cette année. Bearhood sont constitués d'excellents joueurs. Malheureusement, il y en a quelques-uns qui se sont blessés dans tout ça. Et, mettons, Antoine, qui est mon All-Star à moi. Mais je pense que Dave va devoir changer un petit peu les cartes qu'il utilise. Parce qu'il utilise toujours les mêmes cartes. Oui, ça va fonctionner des fois. Mais à un moment donné, tu peux le voir, il y a quand même 9 catchs pour Antoine, 114 verges, 3 touchdowns, 1 pour Thomas aussi. Mais des moyennes, en ce moment, tu le vois, avec 15 passes complétées seulement sur 30. Là-dessus, il devait en avoir 25, que c'était une passe de plus que 15 verges. Okay. Ils lisent beaucoup les zones profondes. On revenait au huddle, c'était comme, on va faire un petit jeu simple, parfait, go, 5 hooks. Mais non, c'est pas 5 hooks. ça, genre. Okay. Fait que, je pense que c'est de l'expérience qu'il va gagner avec le temps. C'est facile, il y a une bonne connexion avec Antoine. Je comprends Steve aussi quand il est là. Steve, c'est un grand gars vraiment physique. Thor.
C'est ça, là, c'est Thor. Donc, je pense que il se fie beaucoup à ces joueurs-là. Ça va fonctionner contre les équipes qui sont moins physiques. Mais Tropic Thunder, je sais pas si tu as vu, là, mais il n'y a pas un gars là-dedans qui fait en bas de pied. Ils sont gigantesques. Là. Fait que, vraiment, je pense qu'Antoine était limité un petit peu dans ce qu'il pouvait faire. Il couvrait beaucoup les zones profondes. Bearhood s'est pas ajusté. C'est ce qui a causé la défaite. C'est quand même 2 interceptions, 4 touchdowns pour Dave Lepine, 2 interceptions aussi pour Connor, mais vraiment une grosse performance des côtés de leur attaque. Puis je pense vraiment que leur défense, Bearhood va devoir se concentrer sur distribuer plus le ballon, parce qu'il y a des matchs comme ça où est-ce que tu lances beaucoup de passes longues aux mêmes joueurs tout le temps. Ouais. En playoff, ça passera plus. Mais quand tu as un joueur comme Antoine Bouchard, qui est peut-être un des meilleurs joueurs de la division, comment ça peut ne pas t'aider en lançant juste à lui, mettons? Oui, ça va fonctionner, mais tu es d'accord avec moi que quand tu vas arriver en playoff, tu vas jouer contre des équipes qui en ont 1-2 joueurs capables de compétitionner pas loin d'Antoine. Un Lambert par 4 par exemple. Tu mets un Lambert sur Antoine, si t'as beau, il a essayé d'y envoyer plein de fois, ça va passer une fois. Il va quand même faire ses 5, 6, 7 catch, il va avoir 1-2 touchés, mais tu vas perdre la game au final. Fait que tu vas vraiment falloir qu'il travaille un petit peu plus la distribution de ballon, j'ai l'impression. S'il veut être une équipe qui compétitionne vraiment plus rendu en playoff. T'as eu un gros catch pour une grosse verge? Hein? Ouais, exact. C'est ça que je te dis. C'est vraiment... Une grosse verge. T'étais content de le dire. T'as quand même attrapé un point aussi. Non, mais c'est ça. Comme je te dis, je pense vraiment qu'il gagne à développer son jeu. Mais surtout aussi, là, la perte de Nick Cloutier. Nick Cloutier qui s'est blessé, il s'est cassé un doigt. Donc, il va manquer probablement le restant de la saison. La perte de Nick, Thor qui n'est pas tout le temps là. Le frère Annick n'était pas là non plus. Le frère Annick non plus qui n'était pas là, mais lui, il s'est pas blessé, il va revenir. Donc, je pense que il va devoir utiliser ses autres armes, trouver d'autres solutions, puis après ça va bien aller. Est-ce que Rob a pris le poste de carrière pendant des bouts? C'était comme des double quarterback play? Il a pris le poste de carrière par quelques moments, Rob. Connor, t'es-tu blessé ou? Non, vraiment pas. Des fois, ça arrivait comme ça, il se plaçait, puis vraiment, Rob est un carrière fiable, je pense, là, vraiment. Mais vraiment, il interchangeait une fois puis l'autre. Des fois, Connor sortait tout simplement, puis c'était Rob. Okay. Je crois qu'ils ont une rotation quelconque là-dedans. Connor, qui pour vrai m'impressionne vraiment beaucoup. Passé quand il a commencé avec Tropic Thunder, c'était quand leur ancien carrière était comme absent. Puis finalement, très performant, des belles passes. Il lance dur, hein? Ouais, il a un bon bras, là, ça rentre. Il a gonne! Ça, c'est vrai. Mais Connor, très impressionnant. Puis, Louis, tout un match, là, 6 catch, 103 verges, 3 touchés. Ouais, Louis aussi, qui est une révélation. J'ai parlé un petit peu avec Stu, qui m'expliquait comme quoi Louis, il a jamais joué au football avant. Oh non? Aucun background de football, mais tu sais, c'est un grand gars athlétique. Puis je pense que ça y sert bien dans toutes ces positions-là. Et vraiment, quand je dis grand, là, j'ai de l'air petit, fait qu'imagine-toi à côté. Wow. C'est tout pour la division 4? Ouais. Ça complète la division 4. On est rendu en division 5 maintenant. Alright, j'ai pas vu beaucoup de matchs en division 5, mais j'ai eu des commentaires de Gold pour quelques-uns de ces games-là. On va commencer par la game 8 Ballers contre Titan. Un match que je me suis posé, comment est-ce que Titan ont pu scorer 0 points dans ce match-là contre une équipe de free agent qui avait qu'une seule victoire. Il y avait un bye week qui était peut-être un peu pas coordonné. Mon All-Star snapper Steven, lui, s'est présenté. Biddle avec 11 réceptions, 76 verges. Je pense que la réponse à ta question est dans le passing en haut. Godric qui a 132 verges, 4 touchdowns. Tandis que Robert qui a 19 passes complétées, 108 verges, 0 touchdown et 5 interceptions. Je dirais probablement que dans la zone payante, ça a été plus compliqué. Regarde aussi la distribution de Goldrick. Il y a 4 joueurs avec 3 réceptions, quasiment des stats identiques, puis un touché chaque. Goldrick m'a aussi mentionné que les 2 interceptions de Jonathan Baudin dans la première demi, c'est vraiment ça qui a fait la différence. C'était vraiment 2 interceptions game changer. C'était 2 passes qui étaient intended à Austin McMahon, un des joueurs dominants pour les Titans. Puis Gold aussi a eu l'heure d'un Gold back in the day avec un touché par la course, 4 chiffres de passe. Il a fait un sac, une interception aussi. Fait que, il voulait vraiment remplir toutes les catégories statistiques. C'est vrai, il y a un partout. Dans cette game-là. Tu sais, je pense que Titan, c'est une bonne équipe dans cette division-là. Vraiment. Là, ils ont une fiche de 4 et 3. C'est quand même fou à quel point la division 5 est compétitive. Une fiche de 4 et 3. Tu sais, en plus de victoires que de défaites, mais ils sont en 7e position présentement. Ouais, non, ça va être impressionnant de voir ça. C'est le top combien qui font les playoffs?
en Division 5? C'est le top 8. Ok, sur 12. Ouais. Fait qu'ils ont quand même 2 victoires de plus que l'équipe qui sont derrière eux, puis 2 victoires de plus qu'une équipe qui n'est pas en position de série. Si on regarde actuellement, je veux dire, même quasiment toutes les équipes, même une équipe comme Jungle Squad, ont encore des chances de faire les séries. Ouais. Parlons de Jungle Squad, on enchaîne sur la game Binet versus Jungle Squad. Binet, moi j'adore cette équipe-là. Je trouve tellement qu'ils devraient être dominants en Division 5 avec des Albert, Alex, Thomas qui est là, ton All-Star de 3 qui est là. Ouais. Donc, mais qu'est-ce qui se passe pour que. Tu sais, je veux dire, c'est quand même une victoire, mais c'est pas une victoire si convaincante que ça. Si on regarde le standing aussi, ils sont seulement 4e avec 4 victoires, 2 défaites. Mais, au moins, ils ont plus de victoires que de défaites cette année. Je pense qu'il y avait juste 2 victoires toute l'année passée. Fait qu'ils ont doublé leur nombre de victoires cette saison. Exact. Mais t'es d'accord avec moi que c'est une équipe qui devrait être au top de la division? Ouais, c'est de la. Tu sais, j'arrive pas à l'expliquer. Juste avec Thomas et Mathieu dans cette équipe-là. Puis là, t'as aussi Mark. T'as plein d'autres bons joueurs qui jouent de leur équipe de Division 3. J'ai vraiment de la misère à l'expliquer. Je suis d'accord. Avec Albert aussi, qui est un joueur assez complet. Puis mon All-Star là-dedans, mon All-Star Snapper, 5 catchs, 33 verges, 1 touchdown. Ouais. Joueur fiable, comme d'habitude. Puis là, malheureusement, pour Jungle Squad, leur QB s'est blessé. Puis Gold va être le QB remplaçant pour la fin de la saison avec eux. J'ai l'impression que tous les résumés que je joue depuis tantôt, c'est Gold. C'est Gold qui joue QB. Moi, je sais pas, si c'est cloné, multiplié, ça tombe bien. Personne joue en même temps que ses équipes. Ouais. Avec Gold, ça veut dire qu'ils ont quand même des chances de remonter et de faire les séries. Exact, Gold est un joueur d'expérience. C'est comme un déjà vu la saison passée. Je pense que leur QB s'était encore blessé. Puis c'est Gold qui les a amenés en série. Puis qui a joué pour eux en série quand ils ont battu Phoenix en Division 5. Puis Capson, Bearwood, on les a battus. Ok. Puis je tiens à shout-out Thomas, à ce qui paraît, son pick dans ce game-là. C'est vraiment ça qui a seal the deal pour eux autres. Pour Binet, puis aussi grosse game de Elena, la capitaine de cette équipe-là, avec 3 réceptions sur 43 verges. Quand même des longues passes qu'elle a pu attraper dans ce game-là. Ouais, c'est le fun de voir ça. Donc, ensuite de ça, Nothing But D contre Slicks. Ouais. Je vais être honnête avec toi, je vais aller voir les rosters parce que j'ai aucune idée qui sont ces deux équipes. Slicks, c'était l'équipe qui avait le logo de Bill Belichick dans le passé. Ok, ouais, non, c'est bon. Là, je sais c'est qui. Ouais, puis après, il y avait lui de Zach Ertz parce que c'était My Ball Zach Ertz. C'est bon. C'est quand même des joueurs. C'est une équipe qui était correcte en D5 l'année passée. Là. Ouais. C'est une bonne mid-team. Ouais, même un peu plus que mid. Il y a connu une saison qu'ils ont perdu en demi-finale contre Sour Peeps. Quand Sour Peeps vous ont battu, l'année que Sour Peeps vous ont battu en finale. J'écoute pas ce que tu sais, c'était un match serré. J'en je l'avais arbitré que c'était My Ball Zach Ertz contre Sour Peeps cette saison-là. Mais là, Nothing But D, cette équipe que. Ils connaissent vraiment beaucoup de succès cette saison, une autre victoire. Ils sont présentement en 2e place avec une fiche de 6 victoires, 1 défaite. C'est les Giovanni Brothers / Cousins, je pense, dans cette équipe-là, qui lead the way. Mais il y a Andrew Tudor Ochisor avec 3 sacs dans ce game-là qui stand out. David du côté de Slicks avec 2 interceptions. Pirate avec 88 verges, 1 touché. Luca, 2 touchés. Il y a bonne game pour les stats des deux équipes dans ce game-là. Ouais, vraiment, en fait, la grosse différence, je pense, ça a été le nombre d'interceptions. Tu vois, Alec, il en a juste eu 3, contrairement à Guillaume qui en a eu 5. Je pense que ça fait une grosse différence dans la différence de 9 points. Là. Ouais, c'est sûr. Ensuite de ça, une équipe que j'apprécie particulièrement qui a perdu par beaucoup. Ouais. Est-ce que ça te surprend de voir cette statistique de 51-12? Ça me surprend vraiment de voir cette statistique-là. Slot Machine, c'est une équipe que dans le passé, c'était une équipe mid à très débutante dans la division. Puis là, ils ont comme pris la division puis sont en train d'exploser tout le monde. 6 victoires, 0 défaites. Puis c'est même pas ça qui est le plus impressionnant. Ils ont 246 points pour et juste seulement 66 points contre. Wow. Ils gagnent par une moyenne de 30 points par game en ce moment. Ils ont 41 points pour, 11 points contre. On se demande, c'était difficile de prévoir ça en début de saison. Leur capitaine m'a même dit qu'ils se sont affaiblis cette saison-ci comparativement à la saison passée. Ils ont perdu des gros joueurs. Ça a peut-être pas l'air d'être le cas en ce moment. En tout cas, les joueurs remplaçants, peut-être qu'ils les connaissaient pas, mais ils ont l'air d'être vraiment forts. Mais comment t'expliques d'avoir un Max Rosenfeld dans l'équipe et de perdre 12-5? Ouais. Max est un joueur tellement dominant des deux côtés du ballon. Ouais. Il est capable de coacher n'importe quel joueur pour le rendre meilleur. Ça me surprend vraiment de voir un score aussi différent. Grosse par contre performance de Hugo
Hugo Stein, je sais pas bon avec son nom de famille, mais j'ai déjà remplacé avec lui, puis vraiment, ce gars-là a une mentalité de coéquipier parfait. Vraiment le fun de jouer avec lui. Probablement que ça doit aider un petit peu l'ambiance aussi. Ouais, c'est toujours le fun ça. Si on prend contrairement à l'ambiance Big Booty, a dû être un peu différente à 51. Ouais. Ben, je sais qu'il y a juste Max qui chialait après la game pour dire que je devrais dire qu'ils sont plus si dominants que ça. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant sur nous autres? Mais tu sais, ça reste que Big Booty, c'est une équipe qui a 4 victoires, 2 défaites, sont 5e dans le classement. Je pense que le problème, c'est plus que Slot Machines sont bien trop forts que la division, que comme Big Booty sont dans la bonne division. Ça reste que, tu sais, le but cette année, c'était que Big Booty soit une équipe compétitive, mais pas que Max puisse take over des games. Comme, c'est le seul joueur de Division 1 qui joue en Division 5. Puis on veut Max a 2 interceptions pareilles. Ouais, Max a 2 interceptions pareilles, 8 réceptions pour 62 verges, 1 touché. Puis ils ont quand même perdu par 40 points. Non, c'est incroyable. Ouais. Ouais, non, ça c'est quand même assez spécial de voir ça. Sunnis puis Secret Agents, un match hyper important pour les séries. Tu regardes ça. Secret Agents a peut-être besoin un peu plus de la victoire. Secret Agent qui a besoin de plus de la victoire? Ouais, Secret Agents a peut-être un peu plus besoin de la victoire. Ils n'ont pas réussi à l'avoir. Ils sont encore dans une position de playoff. On dirait que les Sunnis sont finalement réalisés d'y aller avec un quarterback. C'est José Luis, le frère à Diego, qui a pris les devants. 6 touchés, quasiment 200 verges. C'est très bon. Il a complété juste 12 passes, fait qu'il y a comme la moitié de ses passes exactement qui ont été pour un touché. Exact. Ils ont quand même Diego, par contre, sur leur comme joueur. Là, c'est un joueur encore très dominant comme receveur. Notre boy Georges, qui a quand même 81 verges, 3 touchdowns. Grosse performance de Georges, ce match-là. Ouais, super. C'est 48-38 en Division 5, on voit pas ça souvent. Non, vraiment pas. C'est quand même un bon match des deux côtés. GF, grosse performance, 214 verges, 5 touchdowns et 3 interceptions. En défense, après ça, surtout au sol, les deux carrières, 69 verges pour José, puis 55 pour GF. Deux carrières qui aiment utiliser leurs jambes. Je veux juste amener ton attention sur une petite affaire. 2 pick 2. 2 pick 2 dans le match? Dans le match. Wow! Ce qui est quand même impressionnant. Un de Diego puis un de Mathis Côté, qui a donc ramené un converti de 2 points pour sa défense. C'est assez impressionnant. Sinon, dans la game 5-1-4 contre Slicks. T'as-tu des notes là-dessus? Ouais, j'ai un peu de notes là-dessus. Peux-tu m'expliquer pourquoi est-ce que je vois 2 personnes en attaque? Ben, c'est ça. Une des notes, c'est que c'est une équipe de free agent, puis il y a eu beaucoup de cancellations de dernière minute. Fait qu'ils ont ramassé quelques subs au terrain comme dernière minute. C'était vraiment une game le fun à ce qui paraît pour les deux équipes. Tu sais, Goldrick a aussi joué dans ce match-là. Mais non, fait que je sais pas combien de games il a joué en fin de semaine. Mais une petite anecdote qu'il m'a dit, c'est qu'il y a un jeu que le QB des Slicks, Guillaume Malo, est parti à courir. Puis au lieu de le déflaguer, Goldrick a juste touché, puis il a fait comme tag. Puis il était comme un peu pris par surprise. Il a juste arrêté de courir. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui est venu de ses coéquipiers, puis là, il a déflagué. C'était genre ce genre de game-là. Malgré le score, les deux équipes sont bien amusées, bien du fun. C'est ça qu'on aime dans la MFL. Mais pour les joueurs de 5-1-4, essayez de vous présenter d'ici la fin de la saison, ou du moins aviser votre capitaine. C'est pas le fun pour personne quand ça arrive. Joey, quand même, grosse game avec 3 sacs dans ce match-là. Oui, c'est vrai ça. Puis là, si on y va avec la division féminine. Attends, on a oublié un match? Ouais, c'est un match par forfait qu'on a pas. Okay, qui mérite pas de notre airtime. Parfait. Fait que là, si on va dans la division féminine, habituellement, on commence par eux. Là, on garde la meilleure pour la fin. Il y a eu 2 grosses games dans cette division-là. J'ai pu assister à une des 2. On va commencer par l'autre. John McQueen, 33-0. Ils ont take care of business avec facilité contre les Crazy Bees. Grosse performance de Roxane. Ouais, très bonne game de Roxane ici. Roxane, j'ai pu y parler un petit peu, puis elle me parlait beaucoup de la pression qu'elle se mettait avant les matchs, puis qu'elle aimerait ça enjoy un peu plus le processus d'être carrière. Ouais. Je pense que dans un match où tu as 204 verges, 20 sur 37, 4 touchdowns, 0 interception, 3 convertis d'un point. Je crois qu'elle a quand même dû avoir un petit peu de plaisir sur celle-là. Grosse performance de Tabitha Thomas avec 2 touchdowns,
39 verges. Kayla aussi avec 5 réceptions pour 62 verges. Une moyenne de 12 verges par réception, c'est quand même impressionnant. Jean Lewis, 37 verges en 2 réceptions. Ouais, fait que c'est soit que Une les belle filles distribution du ballon. faisaient des jukes à droite puis à gauche, ou que Roxane y allait deep avec le ballon, Ça se fait très bien. ou un petit mélange des deux. On voit quand même une belle distribution du ballon. Ouais. C'est le fun aussi dans une division comme ça, où que tout le monde, il y a des joueurs qui apprennent Ouais, un peu. 8 filles qui ont touché au ballon en attaque, c'est super ça. Puis même Roxane a mis 37 verges par la course sur 7 rushs. Puis aussi, tu sais, t'as mentionné le côté comme veut plus enjoy. C'est sûr que c'est naturel de te stresser en tant que carrière. Tu gagnes, belle victoire d'équipe. Tu perds, c'est à cause du QB. 100% vrai. Fait que dans un match comme ça, j'espère que Roxane a pu au moins plus s'amuser en deuxième demi. Tu sais, c'était 13-0 à la mi-temps. Elle pouvait voir que dans ce match-là, il allait peut-être avoir un peu plus de facilité. C'est sûr qu'il ne faut pas jamais prendre ton adversaire trop à la légère. Mais j'espère qu'elle s'est pu amuser parce que, tu sais, quand elle joue snapper ou d'autres positions, ta voix est toujours de bonne humeur et tout ça. Fait que, elle connaît une bonne saison, c'est une bonne QB. Ce serait le fun qu'elle ait du fun en étant QB. Je peux comprendre. Tu vois, aussi en défense, Jenna et Kayla qui se sont vraiment imposés avec 3 interceptions. Ouais. Kayla un pick 6 aussi. Ouais, tout un match par Kayla, good job. Puis là, l'autre match, c'était le match de la semaine. Moi, puis Will, on avait un bet là-dessus. Moi, j'avais misé que Des Drapeau allait gagner. Lui a dit que ça allait être les Tigres. Match super, super serré. Wow. Tôt dans le match, les Tigres ont pris les devants 6-0, puis il y avait les devants 12-6 à la mi-temps. Par la suite, les Des Drapeau ont scoré 2 touchés back-to-back. Puis là, le fin de match était tellement excitant. Les Tigres ont scoré pour rapetisser le lead de 8 points, pour faire 20-18. Ils sont allés pour 2, ils l'ont pas eu. Ensuite, DS Drapeau avait le ballon. Si on fast-forward à plus tard dans le match, vers la fin de la deuxième demi, il reste à peu près 1 minute au match. Puis Paula Olivares lance l'interception dans l'end zone, interceptée par Florence Léonard. Grosse interception. Il reste 1 minute. DS Drapeau ont besoin juste d'un first down, puis écouler le clock. Viviane Plourde lance malheureusement une interception. Il reste 20 secondes à la game. Les Tigres ont le ballon à peu près à la ligne de 15-20 avec quelques jeux à faire. Puis ils réussissent pas à scorer. Dernier jeu de la game, c'est encore Florence qui fait tout un jeu pour battre down la passe. Puis gagner le match pour les DS Drapeau. Legit, la game était tellement excitante. T'avais comme le gros fan club des Tigres d'un bord. Puis là, t'avais toutes les filles du DS Drapeau qui cheer d'un bord puis de l'autre. Ce match-là avait l'air d'une game de playoff avec l'intensité qu'il y avait dans la game. J'ai hâte de voir ces deux équipes-là jouer encore. C'était vraiment le fun de voir la division féminine avec deux équipes comme quasiment comme aussi bonnes une que l'autre. Là. Puis deux complètement différentes équipes. Là. Puis c'était tout un match. Ben, c'est clairement, mais grosse performance de Charlotte Saint-Pierre. Ouais, je sais pas la si snapper. On aurait pu C'est peut-être prendre elle comme snapper. Quasiment, là, aussi, je 60. viens d'y penser. Je l'ai vu, tu sais, c'était la security blanket de Viviane, puis elle a attrapé quand même des passes longues aussi dans ce match-là. Il y avait certains jeux que tu sais qu'on voyait pas de rusher. Fait que là, Viviane était patiente dans le pocket, elle était patiente, elle regardait, puis là, Charlotte se faufilait dans le secondary, puis elle attrapait des passes. Fait que... 10 réceptions, 76 verges, 2 touchés, puis 1 converti d'un point. Ouais. C'est toute une performance en attaque. De l'autre côté, Tig, on voit quand même une belle distribution du ballon. Parce que tout le monde dans les mêmes ranges de nombre de passes reçues ou de verges. Avec une belle distribution comme ça. 3 personnes qui ont fait des courses. J'adore voir ce genre de statistiques-là. Ouais. Et on a aussi Florence, comme tu le mentionnais, deux interceptions. Je crois que Florence est quand même une joueuse assez dominante en défense. Ouais. Puis dans 2 semaines, on aura la chance de revoir un rematch DS Drapeau contre SIG le 6 juillet à 3h. Fait que mark your calendars, folks, pour ça. Ouais. Ça fait le tour. Ça fait le tour de la division féminine. Ça fait quasiment le tour de notre épisode. J'espère que vous avez apprécié ça. On a fait un épisode en français. Pour toi, totalement. T'as bien fait ça, t'es bon. Je suis capable de parler français, là. Tu me confonds peut-être avec Wills pour ça. Non, mais je me suis dit peut-être que t'allais chercher une couple de tes mots une fois de temps en temps. Ouais, mais j'ai pitché un petit peu les mots en anglais puis en français ici et là. Ouais, t'avais-tu des petites choses que tu voulais dire avant de... Ben, en fait, je pense qu'un des points qu'on peut ramener, puis qu'on en discute souvent entre moi et toi, mais tu sais, la MFL, c'est le fun parce que c'est une ligue qui
quasiment familial. Tout le monde se connaît, tout le monde a joué un avec l'autre. Fait qu'hésitez vraiment pas sur le terrain à aller voir des gens. Si vous avez des questions, vous savez pas comment ça fonctionne, vous aimeriez avoir des idées de nouveaux jeux, des idées de comment améliorer votre équipe. Je pense que tout le monde est assez friendly. Puis tout le monde, souvent, dans une division, une équipe, tu vas avoir quelqu'un qui a déjà joué avec quelqu'un dans l'autre équipe. Ça, tout le monde a sub ou joué un peu avec tout le monde. C'est ça que j'aime, moi, de la MFL, c'est que c'est vraiment une belle ambiance, le monde sont sympathiques. Fait que, je trouve ça cool comment la ligue se développe autour de ça. C'est plate que la ligue a grossi maintenant puis qu'on ne peut plus tous être au même parc à chaque samedi parce qu'avant, on voyait vraiment tout le monde. Puis là, des matchs que des gens qu'on ne voit pas parce qu'ils jouent à l'autre parc. Fait que ouais, mais j'aime les commentaires que tu viens de faire. Puis vraiment, il y a des gens qui en parlent plus souvent que d'autres. Je sais que, mettons, Gold puis Matt, c'est deux gars qui adorent aider les nouvelles équipes. Les équipes de free agent sont là. Mais il y a la majorité des personnes dans la MFL, allez juste écouter mettons, vous êtes une équipe division 4-5, allez écouter un match division 1-2. Vous allez voir à quel point que c'est pas plus compliqué ce qu'ils font. C'est juste qu'ils le font de façon constante puis bien. C'est pas façon... ils lancent toujours plus loin, ils ont des jeux plus efficaces puis ils font confiance à leurs joueurs puis des nouvelles équipes des fois qui nous demandent des jeux, je suis comme t'as combien de jeux dans ton playbook? Ils me disent 20, 25, je suis comme non, faut peut-être 4 jeux. Master les 4 jeux que... Toi t'en as un. Avec une variante ou deux. Jeu pour slam. À droite ou à gauche. Ouais, pour vrai, en fin de semaine, je l'ai utilisé comme 75% de du temps. Puis ça fait la job, là, puis c'est difficile d'arrêter. Puis c'est juste de te simplifier tes jeux. Des fois, on pense qu'il faut faire des gros jeux en défense, il faut faire des grosses suites. Des fois, c'est juste keep it simple. Comme, gardez ça simple, puis ça va bien aller. Je pense que c'est un bon wrap-up. Ouais, merci beaucoup d'avoir fait partie de l'épisode. Ça fait plaisir, c'était vraiment le fun. Comme on a dit au début, si vous avez des commentaires ou des suggestions, là, Simon avait comme 3 excellentes questions, puis le truc de All-Star Team au début. Fait on a pris vraiment beaucoup de temps dans l'intro pour ça, mais pour vrai, si vous avez des suggestions, vous êtes trop gênés d'être sur le podcast, juste partagez-les nous. Moi puis Will, on va essayer de les incorporer dans notre émission. Si vous voulez être sur le podcast, partagez ça aussi. On va essayer de faire en sorte qu'on ait des invités plus souvent. C'est vraiment le fun. Même si Will est là, on peut être 3 sur le podcast, on l'a déjà fait. Fait que, exact. On attend dans les commentaires vos équipes All-Star. Ouais, vos équipes All-Star ou laquelle vous avez préféré. Puis on se voit au terrain ce samedi. Il reste que juste 2 ou 3 semaines encore avant les séries. Fait que toutes les matchs sont importantes là. Puis ouais. Parfait. Bon ben. See you guys Saturday. Salut.